attendre peut-être un peu que les gens se connectent quand même. Bon, je pense que c'est bon. Ouais. Hello à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de La Conquête Live. Aujourd'hui, on reçoit le GOAT Thibault Louis, 140 000 abonnés. Thibault, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a, on te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Alors, Thibault Louis, donc je suis solopreneur. C'est-à-dire j'ai une entreprise où je n'ai pas de salariés, mais je travaille avec plein de gens en freelance. Et actuellement, mon projet principal, c'est une communauté de solopreneurs, donc 500 personnes, que j'anime via un logiciel qui s'appelle Discord. On avait une question pour toi. Ouais. Comment tu expliques un tel succès? Pour ce projet les punks du web en général, comment tu arrives à cette notoriété? Plus globalement, ouais, comment tu penses avoir réussi à casser un peu toutes ces barrières et construire ce personnage et toute cette notoriété du ouais. Alors déjà, parce que je ne vois pas les commentaires, mais vous pouvez pas vous assurer que les gens soient en live, peut-être. On est bien en live. On est bon. Mais voilà, je vois. Ok, Angélique, hello les GOAT. Ouais. Et ouais, mais sur le succès, c'est toujours relatif, tu vois, parce que bon, considérer, ça dépend de l'ambition de chacun, mais c'est vrai que par rapport, on va dire, si je me compare à il y a 3 ans, par exemple, c'est allé très vite. Je pense qu'il y a quand même une bonne part d'aléatoire. Et d'un autre côté, il y a une part de détermination. Tu vois, par exemple, je poste sur Internet tous les jours depuis 3 ans, tu vois, avec une stratégie, des stratégies que j'ai vues chez les Américains. Donc, j'ai fait beaucoup de benchmarks parce qu'en fait, avant que je lance mon entreprise, je passais mon temps à faire des analyses, tu vois, des benchmarks de tout. Je regardais tout le temps sur Twitter. Tu vois, je lisais tous les articles de Paul Graham. Et en fait, tout ce knowledge, un jour, quand j'ai commencé après à me lancer, tout ça, c'est des savoirs théoriques qui m'ont aidé au quotidien. Et je pense donc la première chose, c'est détermination et discipline. La deuxième chose, c'est que par rapport à beaucoup de Français francophones, j'ai une éducation plutôt nord-américaine, nord-américaine et française par mon père, et ça te facilite beaucoup la tâche en business. Ma veille, tu vois, US, où en fait, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, je sais pas, des années d'avance sur tout ce qui se fait en France, et notamment sur tous les business models, etc. Sur la veille, je suis toujours super surpris à quel point les francophones, tout ce qu'ils lisent, c'est des trucs en français, ils lisent des livres en français. Moi, les 3/4 des trucs que je lis, c'est des trucs en anglais, et en business, les Américains, ils sont bien devant. Donc ça, je pense, la culture culture nord-américaine veille est utile. Et après, sur le succès, je pense, on va dire sur le fait que les gens soient engagés sur l'audience, etc. Je pense que j'ai pas mal investi, tu vois, dans l'audience. J'ai fait le podcast vidéo, je publie tous les jours sur LinkedIn. Tu vois, j'ai monté ma newsletter très vite après m'être lancé. Et je pense que le fait que un jour, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir à faire plaisir aux gens et de ne pas maximiser, tu vois, le fait, ne pas minimiser le nombre de gens qui vont pas t'aimer, c'est-à-dire ne pas vraiment se soucier de leur opinion. Parce qu'au début, en fait, quand les gens m'envoyaient des commentaires négatifs répétitifs, je leur envoyais des mails. Pour comprendre. Pour comprendre, ouais. Et en fait, je me suis rendu compte très vite qu'on était des familles de pensée irréconciliables, tu vois. Ouais. Et que, en fait, la meilleure chose à leur dire, c'était fuck you. C'était pas. Alors, surtout pas désolé, mais c'était pas est-ce qu'on va s'entendre. En fait, c'est un truc autant infini, c'est juste qu'on n'est pas de la même famille de pensée, d'énergie. Donc, le fait de ne plus maximiser le fait de ne pas gêner ces gens-là et de se dire, ok, voici, c'est moi. Et tu vois, te présenter au monde, ne plus s'excuser et dire, si vous n'êtes pas content, fuck you, en fait, tu vois. Ce qui est assez difficile parce que c'est très difficile de dire, je ne me soucie pas de l'opinion que les autres ont de moi. Ouais. En fait, je me soucie pas que je me soucie pas. Pas facile. Ouais. C'est pas que je me soucie pas de l'opinion que les autres ont de moi, c'est que l'opinion que les gens pour qui je n'ai pas d'estime ont de moi n'a pas de modification sur l'opinion que j'ai de moi-même. Ouais. Après, ce que les gens peuvent faire, c'est qu'ils peuvent influencer l'opinion des autres en mettant des commentaires négatifs, en disant des choses, en diffamant, etc. Et donc ça, je suis un peu plus vigilant quand même à faire du damage control. Mais tu te rends compte au bout d'un moment, de toute façon, que c'est The Fire Rises. En fait, tu es au milieu des trucs, tu prends les balles. Et puis quand on n'a rien à foutre, en fait, quand on n'a rien à foutre, ça énerve encore plus les gens. Carrément. Parce qu'ils se disent, mais j'ai pas vraiment d'emprise. Et ça,
c'est le troisième point, c'est, je pense, aller vraiment loin dans qui tu es et te décliner ta personnalité à l'infini sur Internet. C'est un peu le monopole personnel poussé, vraiment. Personne ne peut être toi et tu te démarques comme ça, quoi. Ouais, donc je pense que c'est 3 points. Donc je dirais, tu vois, détermination et discipline. Tu vois, culture anglo-saxonne où j'ai l'impression d'avoir genre des années d'avance sur tout ce qui se fait en France. Et c'est en plus ça campagne parce que je continue à consommer ça. Et 3, je pense le fait de ne pas minimiser, enfin de ne pas maximiser ton impact sur ce que les gens vont dire de pas négatif sur toi, mais plutôt d'attirer un peu ta tribu. Et il y a un côté où ces gens-là, en fait, ils ont beaucoup plus confiance en toi. Tu vois. Donc, il y a un côté, le troisième point, c'est un peu maximiser ton authenticité. Tu vois, j'arrête toi-même à 1000%. Ouais, alors, tu vois, l'authenticité, je sais pas. Ouais, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Je vois ce que tu veux dire. Mais. Pousser le monopole personnel, quoi. Non, mais c'est pas. En fait, j'ai presque pas dire ne pas avoir peur de te faire cancel, mais il y a une phrase. Ok, je vais plutôt citer quelqu'un parce que moi, je fonctionne aussi beaucoup par référencement. Parfois, on me pose des questions, on me demande mon opinion. En fait, je n'ai pas forcément formé mon opinion moi-même. C'est que je pensais à des choses et des gens plus intelligents et plus riches que moi ont eu une opinion là-dessus. Et je me suis dit, je prends cette opinion parce que je suis d'accord. Et quelqu'un de beaucoup plus successful que moi là. Et donc là, donc ça, c'était Paul Graham qui disait. Rappelle-moi la question. C'était l'authenticité. Voilà. Oui, l'authenticité. Tu vois, il disait. Donc, il a écrit un article qui s'appelle. Je pense que ça s'appelle Pick Your Battles ou What You Cannot Say. Voilà, c'est What You Cannot Say. Et en fait, What You Cannot Say, c'est des choses qui peuvent te valoir beaucoup de problèmes. Il dit, à certaines époques, tu vois, si tu avais dit par exemple que la Terre était ronde, on pouvait te mettre au bûcher, tu vois. Enfin, tu pouvais littéralement mourir. Aujourd'hui, tu peux continuer, il y a plein de sujets, tu peux te faire ostraciser, tu vois, même sans aller en prison, etc. Et en fait, il dit, sur les choses qui sont importantes pour toi, défends tes positions, quel qu'en soit le prix, entre guillemets, mais sur des choses qui ne sont pas importantes pour toi, pick your battles, tu vois. Par exemple, je prends un exemple à la con, tu vois, et rien que dire le sujet peut me valoir des problèmes. Prenons la chasse. En fait, je n'ai pas d'opinion sur la chasse. C'est-à-dire que je suis ni pour, ni contre, et pour moi, tout le monde a raison et tout le monde a tort. C'est-à-dire que les gens qui vont dire oui, mais la chasse, c'est cruel, c'est dangereux pour les humains, il y a des accidents. Moi, je suis là, tu as raison. Et quand des gens me disent oui, la chasse, c'est la tradition, tu vois, par exemple, il y a un argument qui est très valable, c'est beaucoup de gens mangent de la nourriture qu'ils n'ont pas chassée eux-mêmes. Et par exemple, tu vas mettre, je sais pas, ils vont manger du poulet, mais si tu leur mets la tête du poulet dans l'assiette, ils ne le mangent pas. Bon, d'un côté, la personne dans la chasse, elle a tué la bête, tu vois, et ensuite elle mange la bête qu'elle a tuée. Et donc, tu vois, il y a plein Donc, en fait, je me dis, tout le monde a raison et tout le monde a tort. En fait, j'ai pas d'opinion et d'un côté, je m'en fous. Donc, mais je vais pas commencer à parler de la chasse parce que j'ai pas d'opinion, en fait, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir des opinions et ils vont t'en vouloir, ils vont dire, oui, mais ça, c'est mon opinion, tu dois avoir la même opinion que moi. Non, mais j'ai pas d'opinion et donc, m'oblige pas à avoir une opinion, tu vois. Et donc, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels j'ai des opinions. Certaines opinions pourraient me valoir beaucoup de problèmes, mais ça va pas m'aider, tu vois. Oui. Okay. Tu vois, je sais pas, mais même parler des sujets, rien que dire le thème, tu vois, pourrait me valoir des problèmes. Mais si par exemple un truc à la con, mais qui est le paiement en avance, tu vois, je dis en prestation de service pour des trucs en dessous de 10 000 euros, bah franchement, faites-vous payer en avance et 100%. Putain, j'écris ça sur Twitter. Normalement, quand j'écris sur Twitter, tout le monde s'en fout. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'est parti en couille et tout le monde m'a exterminé. Sur un sujet, ouais, j'ai fait 250 000 vues sur Twitter. Rien de choquant pour toi. Parce qu'il y a plein de gens qui. En fait, c'est aussi peut-être le frein, tu sais, à l'acte. Il y a beaucoup de gens qui bug sur ça et qui disent tout le monde ne peut pas se le permettre. Je crois que c'est ça qui est beaucoup. Alors, ils m'ont dit, ouais, comment montrer que tu ne sais pas gérer le cash de ta boîte sans le dire. Ouais. Tu vois. D'autres qui ont dit oui, ils ont donné plein d'exceptions, les pouvoirs publics, travailler avec les institutions, que des gens avec qui je ne travaillerai jamais, tu vois. Oui, mais vous ne comprenez pas les. Ok, bon, très bien. Ça, c'est mon opinion. Et j'ai l'expérience de gens qui m'ont appelé en pleurant, tu vois, des amis, et pour me dire, ouais, j'ai 30 000 euros d'impayés, etc. Donc, mon opinion est minoritaire, elle n'est pas forcément intuitive, elle n'est pas forcément populaire, mais c'est une opinion qui est importante pour moi. Et beaucoup de gens m'ont remercié
personnellement, de m'avoir dit, sur ce sujet-là, tu as structuré ma pensée. Et donc, si je peux aider des gens à sauver quelques milliers d'euros avec cette opinion-là, c'est une opinion qui, pour moi, crée de la valeur, crée du sens, parce que c'est un truc business, tu vois. Et donc, pour moi, je peux très bien partir dans le feu de Fire Rises, et les gens vont me dire, ouais, blabla, et puis ils vont s'offusquer, et fuck you, tu vois. Enfin, si t'es pas content, en fait, je m'en fous. Mais ça, parce que c'est important pour moi. Donc, en gros, ce n'est pas une question d'authenticité, c'est plutôt une question de ne pas éviter la polémique. Et juste, tu te dis, bon, bah, les gens ne sont pas contents. Si ça touche à leur identité, bon, bah, ils vont être plus virulents. Mais si tu dis 2 + 2, ça fait 5, tout le monde s'en fout. Par contre, une fois, j'ai fait un post où j'ai parlé de des hôpitaux américains en Thaïlande, tu vois. Et en fait, tu es mieux. Alors, tu vois, ça, c'est typiquement, j'ai hésité. Mais d'un autre côté, bon, bah. Il était bien. Tu vois, je disais. Ça ouvre les yeux, quoi. Bah, je dis, en fait, en Thaïlande, tu as 2 systèmes de santé. De toute façon, dans le monde, tu as 2 systèmes de santé. Tu as un système de santé pour les gens lambda et tu as un système de santé pour les riches. Et c'est 2 systèmes de santé complètement séparés. Ce qu'on ne sait pas, c'est que même en France, il y a plein de gens qui ont du cash, qui se font soigner, par exemple, en Allemagne, en Suisse, Suisse allemande et en Thaïlande. Bah, ou même en France. Hein. Tu payes plus cher, tu as des rendez-vous plus vite. Bah, à l'hôpital américain. Et tu vois, en hôpital français. Tu as des centres médicaux qui sont des centres médicaux luxueux où il y a très peu d'infections. Ouais. Et tu vois, tu pourrais dire, bon, donc à ce moment-là, évidemment, directement, quand tu parles de l'hôpital et du prix de l'hôpital, en fait, les gens, ils extrapolent immédiatement sur un sujet politique qui est, tu vois, les cotisations, les impôts, etc. Et en gros, je me suis dit, OK, est-ce que la santé, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder? Et tu vois, tu prends Cody Sanchez, qui parle business, que moi j'adore, ou Alex Hormozy. Alex Hormozy, il a fait des livres, et un livre qui est 100 million offers, tu vois, les offres, des offres géniales. Et il a fait une vidéo YouTube où il explique comment atteindre son niveau, il fait pour atteindre son niveau de protéines tous les jours. Le bon niveau par rapport à sa musculature. J'ai regardé la vidéo, parce qu'en fait, Alex Hormozy, pour moi, il est validé, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en ce qu'il dit, et j'adore son opinion sur d'autres sujets comme la santé. Cody Sanchez, pareil, quand elle a fait un tweet où elle expliquait tous les suppléments qu'elle prenait, je me suis dit, Cody Sanchez, j'ai confiance, j'écoute, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que je parle ce truc-là? Ce jour-là, j'avais une expérience à l'hôpital international qui s'appelle l'hôpital de Bumrungrad, et tu arrives dedans, c'est Harry Potter. OK, à la fin, j'ai payé 800 € pour des tests, je n'ai pas été remboursé, et je sais que si j'avais fait les tests dans le sud de la France, ça m'aurait pris 3 semaines. J'aurais dû aller à 3 endroits différents, tu vois. Et en fait, bah, pour moi, je m'étais dit, OK, 800 €, j'ai pas le temps de faire 3 tests à 3 endroits différents en France. Oui, mais tu vas être remboursé. OK, bon, bah non, moi, je suis allé là-dessus. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc où j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Ils m'ont dit, oui, mais comment ça? Pourquoi tu dis que les riches vont se faire soigner en Allemagne, etc. Et parce que moi, je connais des gens qui ont beaucoup de sous. Il y a beaucoup de mecs, quand ils ont 40 ans, c'est un truc qu'on ne sait pas trop, ils ont des problèmes aux genoux. Ces trucs-là, tu ne peux pas les faire soigner en France parce qu'on n'a pas les technos, etc. Ils vont en Suisse ou en Thaïlande. Et tu vois, et je me dis, mais moi, je le sais, pourquoi je ne le dirais pas, en fait, tu vois. Bon, après, il y a plein de sujets sur lesquels je ne vais pas rentrer dedans parce que ça me vaudrait, tu vois. Donc, c'est la fin de l'article de Paul Graham. Paul Graham, il dit, si toutes les opinions que tu penses, si tu pouvais toutes les dire en public sans avoir de soucis graves, c'est que tu réfléchis pas assez. Parce que beau, tu vois, les médias mainstream disent tellement de la merde. En fait, l'opinion globale, les opinions globales elles sont tellement médiocres et médianes que si tu n'es pas sur certains trucs, tu n'es pas un peu extrémiste, c'est que tu écoutes un peu trop ce qu'on te dit. Tu vois, ça fait un peu complotiste quand on te raconte ça, mais tu vois, rien que par exemple en France, dire bah, monte un business en ligne ou monte un business, c'est déjà une opinion contrarienne. Tu es déjà minoritaire. Parce que moi, mes parents m'ont dit bah, fais des études, bac+5, et ensuite tu gravis les échelons. Ça paraît logique. Et plus tu vas monter, plus tu vas gagner de l'argent, tu vas mettre de côté, tu vas acheter une maison, tu vas te marier, et ça paraît logique. Et donc, rien que monter un business et investir un max dans un business, c'est déjà une opinion minoritaire, en fait. Tu vois. Ça casse déjà le truc. Ouais. Donc, voilà, sur ça. Donc, les 3 points, je pense, le succès, en tout cas le succès en ligne, c'est le premier, c'est, je pense, détermination et discipline. C'est important d'avoir les deux parce que c'est important de savoir pourquoi tu fais les trucs. Moi, c'est pas me faire fouetter en open space, donc ça me détermine à créer en ligne tout le temps. Le 2, je pense, j'ai une grande avance, tu vois, technologique, de veille et tout, très carré, que j'ai mis des années à faire aux États-Unis. Ma culture,
tu vois, nord-américaine de par mon père. Et 3, je pense que c'est le fait de ne plus se soucier des opinions des autres versus soi. Même si, on va dire moins, parce qu'on est toujours… c'est plus quand je reçois des commentaires négatifs, c'est plus que ça m'agace plutôt que ça me gêne, tu vois. Mais je pense aussi aux intérêts composés de tout ça. Ouais. On en parlait au déjeuner. Bien sûr. Ouais. C'est j'ai quand même fait sur un temps, sur 3 ans. Tous les jours. Quoi. Tu vois, si tu le fais que 6 mois, enfin, tu vois, c'est le truc, il est là, il revient, il est encore là. Et puis après, les gens, ils voient un podcast, ils voient, tu vois, ils m'ont écouté en podcast, ils m'ont vu en vidéo, ils ont vu des shorts. Tu es en live. Il y a des lives, tu vois. Et ça change complètement le… Tu vois, je peux vous donner un exemple. J'ai un dirigeant de Licorne, il m'a contacté suite à une vidéo short d'une interview de moi que j'avais fait. En fait, la vidéo, quand les gens voient en vidéo, ils se disent « Ah, c'est une vraie personne ». Ils voient à peu près… Tu sais, tu as les traits du visage, etc. C'est beaucoup plus facile d'avoir des énergies communes. Voilà. Et donc, l'ensemble de tous les trucs sur les médias, etc., fait que j'ai eu des intérêts composés. Et puis, bon, il ne faut pas aussi… j'aime pas dire de chance, mais il y a aussi pas mal d'aléatoires. En fait, j'aurais aussi pu faire tout ça et que ça ne fonctionne pas. Oui, et tout ça, d'ailleurs, pas mal de projets et de lancements. Si on revient un peu sur ton historique. En vrai, ouais, tu as lancé pas mal de trucs différents au final. Enfin, alors pas forcément différents, je pense que tu as créé un écosystème de choses qui se complètent et où ont du sens entre eux, on va dire. Mais la méthodologie de pensée de tout ça m'intéresse vachement. Également, tu vois, s'il y a des points ou des choses que tu n'as pas forcément échoué, mais où tu t'es dit, c'est peut-être pas le moment, tu vois, genre de lancer ce truc-là. Est-ce que tu peux déjà nous dire, pour simplifier la question, parce que là, elle est un peu large, nous dire pourquoi tu fais des choses, on va dire, parfois un peu temporaires, comme le bootcamp, par exemple, et quelle est ta méthodologie de pensée pour développer un projet, en fait. Alors, je pense que ça peut être intéressant de voir, il y a une sorte de succession d'étapes, on va dire, dans le succès financière d'un entrepreneur ou d'un investisseur. Ce qui commence par l'étape 1, c'est survivre. Parce que, en fait, si tu n'as plus de cash, t'es dead, quoi. Enfin, tu dois retourner faire autre chose. Et la dernière étape, c'est souvent devenir activiste ou philanthrope ou disparaître. On se rend compte que quand tu finis le jeu, en gros, soit tu fais des trucs de charité. Alors, il y a des gens qui continuent jusqu'à la fin à bosser, etc. Et je pense que tout le monde continue toujours un peu à bosser, mais souvent, ils font plutôt des trucs de charité ou deviennent activistes, quelque chose qui les dépasse un peu, ou alors ils disparaissent. Tu vois, le type de MySpace, c'était un introverti ultime, il a vendu MySpace à 500 millions et s'est cassé, tu vois. Donc, entre survivre et disparaître ou faire l'activiste, il y a plein d'étapes, tu vois. Donc, moi, je pensais immédiatement cash first. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas gagner ou je ne peux pas me permettre de perdre. Donc, à ce moment-là, je me suis dit prestation de service, tu vois. Et j'ai fait très vite, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais vendre? J'ai 2 choix, du code ou du média. Donc, soit je vends des sites internet parce que c'est le plus simple, soit je vends de la création de contenu. Mais franchement, si ça avait été maintenant et que je me lançais maintenant, je me serais lancé en montage TikTok. Parce que le plus simple, tu vois, j'aurais aligné, bam, bam, bam. Et en fait, après, je sais que vu que je suis fiable et que, tu vois, par exemple, tu prends un monteur TikTok, c'est super difficile parce qu'il y en a plein. Ils font tous des fautes d'orthographe, ils ne te rendent pas les rendus à l'heure, etc. Si tu es un monteur TikTok et que tu commences et tout le monde se dit, OK, lui, il est fiable, c'est le meilleur, c'est ouf ce qu'il fait, tout le monde te recommande ça. Donc, je pense que j'aurais commencé là-dessus. Donc là, j'aurais pensé cash first, volume. Je n'aurais pas du tout pensé scale et c'est ce que j'ai fait avec, tu vois, le ghostwriting. Au bout d'un moment, mais après, le truc, c'est qu'en fait, tu es là et le ghostwriting, c'est un truc de planqué. Genre, tu es là, tu fais, tu vois, et en fait, bon, je ne vais pas dire que c'est facile, c'est jamais facile, mais c'est pas irréalisable de faire 10K de CA en Presta avec une connexion Internet, un Google Doc partagé et un Gmail, tu vois, et un WhatsApp. Et tu vends ça et puis tu fais de l'acquisition. C'est ce que j'ai fait jusqu'à un moment, en fait, tu dis, mais dans l'étape des 8 étapes, tu dis, mais en fait, je ne suis plus dans survivre, je suis censé maintenant passer à une autre étape parce que tu as peur. En fait, tu as peur. Donc, tu veux accumuler du cash comme je ne sais pas si c'est la cigale ou la fourmi, mais la cigale. Tu sais, tu vas accumuler parce que en fait, tu dis, et après, tu recommences et tu dis, mais en fait, non. Et maintenant, j'ai un mindset complètement différent où je réinvestis tout dans mes projets. Tu vois, par exemple, au début, la première année, j'ai acheté beaucoup de bourses et de crypto. Et en fait, cette année, j'ai quasiment pas acheté de bourses et de crypto parce que je me suis dit, je réinvestis tout dans les projets parce que OK, j'achète du S&P 500, je vais peut-être faire 5% par an ou 6% par an.
Si je réinvestis dans mes projets, je peux tripler, faire x5, x10. Et tu vois, ça se trouve, genre dans 3 ans, je fais 1 million par an, tu vois. Il y a les projets et toi-même aussi. Moi, je sais que j'investis beaucoup tout ce qui est formation, par exemple les bootcamps de Thibault Louis. Mais ouais, c'est ça. C'est infini, en fait, le revenu que tu peux avoir. Mais en fait, tu investis dans ta propre capacité. Tu vois, que ce soit ton business ou que ce soit toi en tant que femme. Mais toi, tu le dis beaucoup, mais en vrai, c'est quelque chose d'assez logique. Tu vois, genre réinvestir sur toi. Peut-être pas logique pour tout le monde, mais réinvestir sur toi ou réinvestir sur ton business, ça a forcément un principe d'intérêt composé qui est démultiplicateur, exponentiel par rapport au fait de mettre en bourse. Il y a trop de choses que tu ne maîtrises pas. On a eu cette discussion. Moi, j'ai du mal avec la bourse parce qu'il y a aussi ce truc où je n'ai pas le temps de le faire, mais quand les autres le font pour toi, du coup, tu ne peux pas leur en vouloir de perdre pour toi. C'est ce que je veux dire. Alors qu'il y a aussi moi, c'est ma vision. La stratégie la plus simple, ce n'est pas du conseil financier, c'est juste le fait. Je prends Peter Levels. Peter Levels, il dit tout le monde surcomplique la bourse. Et lui, il dit en fait, achetez juste des ETF World, Asie et US. Et tu laisses. Et en fait, c'est comme si tu avais confiance en l'économie américaine. Alors, il y a un risque, tu vois, mais c'est évidemment, si tu veux faire du x2, x3, il faut jouer, prendre du temps, etc. Mais Naval dit la meilleure stratégie, c'est buy and forget. Tu prends un truc, tu ne regardes même plus, tu oublies. Tu vois. Oui, ça fait du 10% par an en moyenne. Mais tu vois, je me suis toujours dit. Dans le Covid, ça a baissé un peu. Oui, mais tu investis sur 50-100 ans, en fait. C'est clair. Et en moyenne, ça lisse et c'est forcément la hausse parce que rien que l'inflation, en fait, tu vois. Et c'est clair que si tu fais du 10% par an ou du 8% par an, après, tu as les dividendes et les dividendes, tu les réinjectes et donc, en fait, tu as l'effet boule de neige. Et en fait, oui, c'est une bonne stratégie, mais c'est la stratégie plus Warren Buffett, c'est-à-dire, tu vois, get rich, il disait « Nobody wants to get rich slow ». Et le truc, c'est, moi, je me suis toujours dit, mais en fait, peut-être que je pourrais investir là-dedans, etc. Mais je me vois plus, en fait, je me vois plus faire limite un exit, ce qui est bizarre pour un solopreneur, ou avoir, tu vois, des projets, mais réinvestir dans mes projets et que ces projets fassent, tu vois, beaucoup plus de cash de manière exponentielle et pas de manière 5% par an, tu vois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, comme tu as un business model solopreneur assez particulier, justement, comment tu choisis ces projets? Est-ce que c'est le temps que tu passes, la rentabilité, la scalabilité, la possibilité d'exit peut-être, du coup c'est assez intéressant de savoir quels sont tes critères. Ouais. Alors, au début, donc c'était Presta Cash Only, tu vois. Donc, je suis monté dans des trucs, je pense que je vais en faire un article un jour, pas un post, mais un article. Mais il y a des moments où c'est monté assez haut parce que je facturais à l'heure et j'ai facturé à des boîtes portugaises et américaines jusqu'à $750 de l'heure, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à ça, tu te dis, mais what the fuck, tu vois, genre, tu es complètement déconnecté de la réalité, tu vois, tu peux prendre un SMIC en 2 heures de prestation, de service, etc. Et les boîtes ne négocient même pas, tu vois. Et à partir du moment où tu es là, tu dis, OK, je peux travailler plus et peut-être, tu vas me mettre un tunnel vision pendant 1 an, 2 ans, amasser beaucoup de cash, etc. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait. Alors, je sais que ce truc pourrait passer dans une émission où les gens se diraient il est fou, mais ça peut t'ennuyer. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que quand tu sais que tu as confiance, ta capacité de survivre et de toute façon, si tu perds tout, de revenir, en fait, tu dis que j'ai 10 000 sur le compte ou 100 000. En fait, ça ne change pas fondamentalement ta vie. Donc à partir de ça, je me suis dit, OK, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc peut-être plus humain, plus marrant, etc. Donc là, j'ai commencé à faire les bootcamps. J'ai arrêté le bootcamp parce que je faisais du LinkedIn. Je n'avais pas envie d'être monsieur LinkedIn. Maintenant, je me rends compte, je pense être plus fort pour structurer les business des gens. Donc, le bootcamp va passer à un bootcamp business. Je suis en train de créer. Et après, j'ai testé plein d'autres trucs parce que c'est pas que je m'ennuyais, mais j'ai testé des conférences en ligne. Tu vois, mais quand j'ai émis l'idée, personne ne comprenait. Ils me disaient, mais les gens, ils viennent même pas en webinar gratuit. Toi, tu crois qu'ils vont venir en tes webinars payants, tu vois. Et après, j'ai fait un peu de sponsorship, j'ai fait un peu d'apport d'affaires, donc je me suis diversifié. Et là, le dernier projet, qui est les Payants du Web, qui est une communauté. En France, les communautés payantes, c'est très rare, les gens ne comprennent pas. Encore une fois, ce que les gens ne savent pas, c'est que si tu regardes aux US, tu regardes Danco, tu regardes la communauté de Dave Gerard, tu regardes Nomadlist, tu vois, enfin, qui n'est pas américain, mais qui est international. Tu vois, en fait, c'est un modèle qui existe depuis 5-6 ans. Moi, Nomadlist, j'ai dû l'acheter à 3 ans. Et donc, forcément, quand je suis arrivé avec les Payants du Web, les gens ils se disent « Oh, mais c'est quoi ce truc de payer pour une communauté, etc. » Et là, bam, en un mois, 500 membres sur Discord, tu vois. C'est énorme.
c'est pas ce que j'avais prévu. Enfin, moi, j'avais fait un forecast beaucoup plus faible. Oui, tu disais que tu avais un low case, un mid case et un high case. Ouais, c'est un peu comme ça que tu anticipais tes souvent, quand je fais un lancement, je me mets… en fait, c'est dans la courbe de Palo Alto en négociation. Ils disent, quand tu vas dans une négo, en gros, tu as un prix plancher, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu as un prix plancher. En fait, c'est le prix où tu sais que si la discussion descend en dessous de ça, tu es même prêt à sortir de la négociation. Voilà. Ça, c'est genre le worst case scénario et le pire. Ensuite, tu as l'angle, tu as le prix plancher haut. En gros, tu dis, OK, si on sort cette négo-là, à ce prix-là, c'est là où je serai le plus content sans avoir niqué mon adversaire. Parce que ce que les gens ne comprennent pas en négo, c'est que la meilleure négo, c'est quand tout le monde est content. En fait, si tu as tordu le bras un peu à la personne, ça peut se retourner contre toi en réputation ou par le futur. Et entre les deux, tu as un truc qu'on appelle l'angle alpha. Et l'angle alpha, c'est le truc où tu dis, OK, c'est probablement un truc où on devrait s'entendre selon moi et où, selon moi, les deux sont bien. Donc, en gros, j'ai un scénario optimiste, un scénario mid et un scénario pessimiste. Et mon scénario pessimiste, souvent, je pense d'abord à ça et je baisse de 20% encore parce que je me dis sois pessimiste. Ok, intéressant. Et mon forecast, je me suis dit, OK, les punks du web, mon truc, je me disais, je pense que le lancement va être 60-80 et au bout de 3 mois, on devrait être 250. Et après, je me suis juste arrêté à là. Je me suis dit, si déjà on en est là, ça me va. Et en fait, on a fait un lancement à je ne sais pas exactement combien, mais ça allait très vite. Et là, ça grossit. Après, il y a du churn. Donc, tu vois, on est monté jusqu'à 530. Là, je crois qu'on est 512. Donc, il y a eu des désabonnements. Il y a des gens qui s'abonnent. Donc, tu vois, là, je suis en train de… C'est comme si j'avais un SaaS. En fait, c'est un modèle par abonnement mensuel et annuel. Donc, c'est la même chose. C'est les mêmes problématiques qu'un software as a service. Et là, voilà. Et donc, ça, du coup, ça crée beaucoup plus de récurrence, ce qui fait que, tu vois, je fais quasiment plus… Enfin, là, actuellement, je ne fais plus de prestat de service. Je ne fais plus même avec des clients historiques, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas reprendre à un moment. Là, je vais reprendre mon bootcamp solo business, qui va être une autre source de revenus. Et après, je vais réfléchir, tu vois, peut-être à d'autres trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022 et en 2023, quand je commence le 1er janvier, l'année, j'ai des objectifs. Mais à la fin de l'année, au milieu de l'année, j'ai créé des projets que je n'avais pas du tout envisagés au début, tu vois. Donc là-dessus, pour ça, oui. Après, est-ce qu'il y a des échecs? Donc ça, je ne suis pas hyper à l'aise. Enfin, j'aime pas le dire comme ça, mais tous les trucs que j'ai lancés, il n'y a pas eu d'échec. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de trucs où genre j'ai fait 0 vente, où c'est allé en dessous de ma low expectation. Donc, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu des frayeurs. En revanche, il y a des trucs que j'ai annoncés ou j'avais prévu que je n'ai pas shippé. Je n'ai pas shippé le livre, ce qui ne veut pas dire que quand les gens me disent t'as abandonné, je dis non, mais c'est loin dans la to-do. J'avais prévu une formation personal branding que j'ai annoncée il y a 2 ans. J'ai récolté 800 emails, je ne l'ai jamais lancé, alors qu'il y avait beaucoup de traction, tu vois. C'est parce que ça t'intéressait moins ou… En fait, c'est parce que moi, j'aime bien écrire et j'aimerais bien écrire et vendre des PDF. Mais les gens me disent oui, mais si tu ne fais pas de vidéo, la valeur perçue est moindre. Sauf que j'ai la flemme de faire des vidéos. Du coup, en fait, ça te crée une charge mentale. Tu vois, c'est pas grand-chose. Et limite, je vais peut-être prendre quelqu'un qui me pose des questions et moi, je parle et je filme, tu vois. Enfin, il me filme, tu vois. Peut-être je devrais la faire en studio, je sais pas. Tu peux faire des vidéos animées aussi. Il y en a qui font ça sans te montrer. Voilà. Ouais. Mais tu vois, quand tu me dis ça, je me dis oui. Mais direct, je me dis ah, mais il faut que je prenne un mec. Tu vois. Ouais, donc, en fait, il va falloir que j'écrive sur Instagram qui et si. Tu vois, et après, gérer le prestat. Tu vois. Non, mais en fait, ça paraît con, mais c'est des trucs que j'ai pas envie de faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, ils arrivent, tu vois, avec les bros. Ouais, moi, je pourrais supercharger ton business, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Souvent, déjà, tu dis, déjà, tu connais pas mon business et tu peux pas savoir. Et pour poser des trucs, tu dis, mais en fait, ça se trouve, j'ai pas envie d'optimiser. Parce que la première métrique d'optimisation, c'est qu'on ne casse pas les couilles, tu vois. Oui, et je crois que tu choisis aussi tes projets finalement par intérêt et par ce qui correspond. Et c'est un peu l'idée de la communauté, c'est que t'aimes ça fondamentalement aussi. C'est aligné en tout cas avec ton ikigai, si on peut dire. En fait, oui. La communauté, si je compare à des gens beaucoup plus introvertis, tu vois, moi, animer des groupes WhatsApp ou des groupes Discord, c'est super difficile, la communauté, l'animation de communauté. C'est quelque chose qui peut très vite hype et très vite descendre. J'en ai fait l'expérience, tu vois. Et
moi, je suis plutôt extraverti. Je suis un extraverti allergique aux gens stupides. Donc, j'essaie de… Voilà, donc il y a des trucs qui me saoulent, tu vois, dans les punks du web, tu vois, la communauté Behance. C'est mon projet le plus difficile, enfin le plus difficile à gérer. Mais d'un côté, tu sens l'impact au quotidien, tu vois. Et c'est cool. Je reçois beaucoup de messages de remerciements. Tu vois, j'aime bien aussi quand les gens ils ont du ROI. Tu vois, quand quelqu'un me dit j'ai signé à l'intérieur, tu vois, pour 2000 € de Presta sur un abonnement à 200 €, ben, je me dis ok, ben, il y en a au moins un qui a rentabilisé, tu vois. Il y a vraiment de la valeur. Donc tu vois, validé. Et donc ça c'est cool. Après, tu vois, je dis pas que tout le monde est content. Il y a eu du churn. Tu vois, je pense qu'il y a eu 8% de gens qui sont désabonnés le premier mois. Ça va par rapport à la moyenne. Il y en a beaucoup qui étaient là par curiosité, sans doute. En fait, c'est la difficulté de gérer. Alors, il y a deux trucs. C'est la là, je vais rentrer en eau trouble. Mais c'est la difficulté de gérer un modèle par abonnement et c'est la difficulté de gérer un abonnement pas cher. Parce que, en fait, j'ai vendu des trucs à 29 €, j'ai vendu des trucs à 290, 2900 et 29 000. En gros, si tu veux, j'ai fait quasiment fois 1000 par rapport à ce que j'ai vendu. Et ce n'est pas du tout les mêmes manières de vendre. Et forcément, mais en fait, à chaque fois que tu as un mail un tel a cancel son abonnement, moi, ça me fait un petit truc, tu vois. Et genre, je me dis, fais chier. Mais tu vas voir les gens, tu vas voir son historique. La personne, elle a regardé toutes les vidéos de A à Z. Tu vois qu'elle a tout regardé, tu vois, sur Podia, tu peux regarder ça. Elle a tout regardé, elle a pris toute la sève du Discord, du truc, posé plein de questions. Et tu vois, son abonnement allait se renouveler à 17h23 et la personne, elle churn à 17h19. Tu vois, genre, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'aux 4 dernières minutes. Tu vois, et tu te dis, mais waouh, genre le mindset pour faire ça. Et à chaque fois, je le dis, les gens me disent, oui, mais les gens, tout le monde a 29 €, c'est pas la même chose pour tout le monde. Et ok, tu vois. Et je comprends, mais du coup, comprenez, enfin, il faut que les gens comprennent aussi que parfois, tu files des trucs de ouf. Et la personne, pour 29 €, limite, elle en redemande et c'est jamais assez, tu vois. Et en fait, tu ne peux pas lutter quand tu fais plus de masse. Et là, je vais peut-être vraiment me mettre des gens à dos, mais les gens, ils adorent se dire, ouais, c'est le grand Amazon, le grand Spotify, mais le grand méchant Spotify contre le petit utilisateur. Mais si vous voyez, la grande majorité des gens sont cool, mais franchement, il y a une petite partie des gens qui te posent des questions stupides. Genre, tu vois, tu as un truc où tu as genre 10 étapes à faire. La personne, elle respecte pas la première étape et elle ouvre un ticket sur le Discord. Donc moi, maintenant, j'ai des gens, donc j'ai du people avec des gens humains qui doivent aider des gens qui ont littéralement pas respecté les consignes. Du coup, le truc marche pas. Et le pire, c'est que c'est ces gens-là qui vont dire oui, pourquoi vous répondez pas? Et puis tu sais, ils renvoient des 8 points d'interrogation. Mais sauf que tu vois, je suis pas le. Enfin, et en fait, ils comprennent pas qu'ils payent pour un truc. Et en fait, c'est pour ça que le service client, quand tu fais des trucs comme ça, c'est vachement difficile. Et ça coûte plus cher de faire du service client, de trucs à 29 € que de trucs à 29 000 €. Tu vois, parce que le client à 29 000 €, il te fait beaucoup plus confiance. Tu vois, il t'envoie pas un truc sur Discord, etc. Donc, et ça gère. Déjà, je me sens. Il y a beaucoup plus d'urgence, que je dois prendre des décisions parfois. Tu vois, des remboursements très rapides, etc. Et en gros, je pense que ce que je vais faire, je vais donner des pouvoirs de décision plus grands à des gens de la team, parce qu'il y a du coup une team sur le projet. Parce que moi, c'est pas que j'ai l'anxiété, mais parce que c'est pas le cas, mais ça fait trop de décisions. Tu vois, on a eu mentale, quoi. Discord, c'est super difficile. En fait, il y a des attaques malveillantes parfois. Tu vois, tu dois gérer des trucs. Et en gros, il faut que tu gères super vite parce que rien qu'une heure d'un truc qui part en couille, ça va pas, tu vois. Et en fait, j'ai eu 2 attaques malveillantes sur le Discord. C'est des attaques individuelles, donc c'était pas des attaques coordonnées. Mais tu vois, il y en a un, il a fait exprès de foutre la merde pour se faire virer, pour ensuite montrer qu'il s'était fait virer. Il a fait un screenshot, et il a fait un post sur LinkedIn. Et tout ça était littéralement pour me casser les couilles. Donc, c'est littéralement une attaque malveillante, tu vois. Et en fait, en gros… Les gens que ça a à faire quand même. Oui, mais le truc, c'est… Il y en aura toujours, oui. Ben, en fait, c'est aussi ça. Le truc à comprendre, c'est le prix, c'est aussi une question de… Le prix, c'est aussi une question de qui tu laisses rentrer en contact avec toi. Et c'est un filtre. T'enlèves des filtres, exactement. Tu vois. En gros, si tu vends des trucs à des gens à 20 000 €, moi, tu as des clients à 20 000 €. Mais si tu vends des trucs, des souscriptions, et que tu veux viser de la masse, il faut aussi que tu acceptes
que des gens qui achètent des trucs à 9 €, en fait, des gens qui achètent du Netflix, parce qu'en fait, ils pensent quasiment comme ça, les gens. C'est-à-dire, à 29 € par mois, tu es en concurrence avec Netflix et Spotify, tu vois, à peu près. Enfin, les deux en même temps. Et du coup, ils se disent, attends, mais je paye 25 € de truc, est-ce que les punks du web, ça vaut… Enfin, et c'est une logique vraiment, les gens qui pensent comme ça, c'est une logique de taker. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me coûte, tu vois? Alors que, tu vois, il y a d'autres personnes, alors ça, on va me le reprocher, on me l'a reproché aussi, mais tu vois, tu as un mec, par exemple Thierry, que je salue s'il est là, mais je sais qu'il bosse beaucoup actuellement, qui a fait le bootcamp, je crois que vous étiez dans la même promo. Thierry, il est arrivé. Je sais qu'il avait le code promo et il a pris l'abonnement annuel sans code promo, donc il a payé l'ensemble du truc. Il a fait ça au début pour me soutenir et vu qu'il est busy, il n'est toujours pas dans le Discord. Ça, c'est vrai. Non, mais tu vois, genre, le mec, je vais quand même envoyer un message pour m'assurer. Je lui dis, Thierry, t'es pas dans le Discord, est-ce que tu es sûr tout va bien? Tu vas passer l'étape 1 et il me dit, oui, je suis occupé, je fais plein de travail, je travaille 4 heures par nuit. Pardon, je dors 4 heures par nuit. Et je lui dis, bon, bah écoute, trop cool. Et le mec, je vais vérifier le truc. Il n'avait pas rejoint le Discord, il a pris l'abonnement annuel. Tu vois, et je sais que Thierry, bah, il aime bien ce que je fais. Et tu vois, il ne me l'a pas dit parce qu'en fait, il est trop gentil pour me dire, ouais, c'est un cadeau, tu vois. Mais je sais qu'au fond, il fait ça pour me soutenir, tu vois. Et bon, Thierry, voilà, je pense pas que ce soit très important, tu vois, 29 € par mois pour lui. Mais c'est quand même il y a aussi des gens qui font du cash, mais qui vont avoir ce mindset de taker, tu vois. Je suis pas là, il faut que ma communauté me file des sous. Parce que justement, j'extrais les listes pour voir qui n'est pas rentré dans le Discord, pour leur envoyer des messages spéciaux, pour leur demander si tout va bien, tu vois. Et il y a des gens qui t'envoient des mails et qui te disent tout va bien, j'ai pas le temps d'être sur ton Discord, mais take my money, tu vois. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent ah, Thibault Louis, il fait un peu sa life, il en a rien à faire. Alors qu'en fait, je pense que c'est ce qu'on disait, la raison du succès, c'est que tu es vraiment présent pour ta communauté et que tu te poses la question de pourquoi lui, il est parti, est-ce qu'il n'a pas trouvé sa valeur et tu vas jusqu'au bout de l'exercice. Ouais, à partir du moment où, oui, à partir du moment où tu as mis 1 € sur mon compte en banque, en gros, tu vois, c'est-à-dire… 1 €, ça va. non, mais ce que je veux dire, c'est… Non, je comprends. Oui. Si c'est quelqu'un qui fait partie de ta communauté, entre guillemets. En fait, j'ai arrêté. En fait, je me dis, j'écris tous les jours sur du business, sur ce que j'apprends, etc. Évidemment, ça me sert, mais tu vois, quand ça fait un peu virtue signaling de le dire comme ça, mais quand j'écris un truc, je me dis, ok, est-ce que ce que j'ai écrit, ça peut aider des gens quand même? Évidemment que ça t'aide toi, tu fais du riche, ça a de nouveaux abonnés, oui, etc. Mais je me dis… de la valeur. Oui, j'essaye, tu vois. Et je me dis, si je le fais, et je le fais à l'échelle, la personne vient me voir pour me poser des questions en MP, je réponds quasiment même plus. Et j'ai accepté le fait, tu vois, j'aurais pu aussi prendre quelqu'un comme Maud Alaves qui gère ses MP, tu vois. J'ai accepté le fait que les gens aient une mauvaise opinion de moi en se disant, ok, ce mec ne répond pas à ses MP, à ses messages privés. En revanche, à partir du moment où tu as acheté un truc, même tu vois, un petit truc, il faut que le client, service client, soit pas irréprochable, parce que je peux pas, à mon niveau, ça coûte trop cher d'avoir un service client irréprochable. J'ai même pensé, tu vois, à prendre des gens supplémentaires en externe pour répondre le week-end et la nuit, tu vois. Mais bon, est-ce que je vais le faire? Peut-être, tu vois, mais le truc, c'est que je le fais pas forcément par bonté de cœur. Je le fais surtout parce que je sais qu'un client chiant peut nuire à ton image et peut faire des choses très graves. Et c'est d'ailleurs souvent le client qui a le moins payé qui est capable de faire les trucs les pires, tu vois. Donc, je le fais pas forcément par bonté de cœur, mais j'essaye quand même, tu vois, même à 29 € par mois, bah, tu vois, sur le site des punks du web, il y a écrit, tu as accès à 4 vidéos et tu as accès au Discord. C'est tout, tu vois. Mais j'ai fait 3 lives sur les punks du web, ou 4, je sais plus. Mais tu vois, je ne le promets pas sur le site. Under promise, over deliver. Parce que je préfère me dire, les gens viennent et ils ont au moins, enfin, ils ont pour sûr ce qu'ils ont payé et ils auront plus, plutôt de me dire, genre, je vais me foutre une pression maximum de over deliver. Et surtout que je me dis, peut-être qu'en under promise, j'aurai un peu moins de clients, mais d'un côté, je me suis rendu compte que quand tu promets beaucoup et que les gens qui viennent parce que tu as promis beaucoup, c'est pas forcément les bonnes personnes parce que souvent ils sont un peu plus takers. Donc j'accepte
parfois de moins optimiser mes pages de vente, mes process, etc. et de me dire, OK, peut-être tu perds 5% ou 8% ou 10%, je ne sais pas quoi, mais tu vois, je ne suis pas Amazon, je ne suis pas Spotify, tu vois, 5% en moins sur mes produits, ça ne change rien en fait, parce que j'ai des marges trop grosses et j'accepte ça. Je peux vous donner un exemple d'un mec qui il m'a fait rire en fait, tu vois. Quelqu'un qui avait dit ouais, j'ai rejoint les punks du web, etc. Et il y a un mec en dessous qui dit non mais vraiment, et il dit oui, ah oui, en fait c'était Benjamin Alouche qui avait fait un post. Il avait dit oui, j'ai rejoint les punks du web et Thibault Louis m'a offert un coaching parce que j'ai été tiré au sort, etc. Et là il y a quelqu'un qui vient en commentaire, tu vois, et il dit oui. Tu dis que le Discord est génial. Oui, tu as vendu pour 1 000 € de prestations dans les punks du web. Oui, Thibault Louis t'a donné un coaching gratuit d'1 heure. Mais, tu vois, et la personne dit mais, tu vois. Mais est-ce que tu penses que je vais trouver mon monopole personnel? Est-ce que tu vois? Il pose 8 questions, tu vois. Oh, wow. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais j'avais envie juste de lui répondre non. Et d'ailleurs, genre, va chier parce que je te veux pas. Et évidemment, tu vas pas faire ça. Mais en fait, je me dis, si dans ta tête, le maître te dit déjà ça, j'ai envie de lui répondre, mais est-ce que tu penses que ça va guérir le cancer et résoudre l'assassinat de JFK? C'est 29 €, tu prends pas. Si tu prends, c'est bien. Si tu prends pas, casse-toi, tu vois. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais heureusement que la personne, je lui réponds pas parce que je le veux pas. Et je suis sûr que je l'aurais pris. Oh, il m'aurait dit, 29 €, 29 €. Oh et puis, et puis, il aurait de churn au bout d'un mois parce que l'argent, 29 €, tu vois. Et ce truc, je suis sûr. Et ce mindset-là, c'est pas qu'une question, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de sous et qui investissent à mort en eux. Et j'ai vu des gens qui avaient un max de thunes et qui étaient là et qui ne voulaient pas faire un resto à plus de 50 €, tu vois, pour se faire plaisir, tu vois. Il y a des gens qui sont grave radins, tu vois. C'est pas le bon mindset. Mais donc, ce n'est pas une question de que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent. C'est une question, genre, en fait, je n'ai pas envie de te parler. Et si tu n'as pas les sous, bah, tu n'as pas les sous, tu vois. J'ai mis des codes promo, j'ai mis des trucs. Voilà. Donc, j'accepte. Mais c'est un projet difficile là-dessus parce que j'ai dû structurer un poste quasiment Customer Success. C'est difficile, c'est compliqué techniquement. Quand tu gères un volume de clients beaucoup plus gros, ça scale tes soucis. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile de vendre. Quand je vendais du ghostwriting, enfin, c'est beaucoup plus facile de vendre 2 900 € à une boîte que 29 € à 100 personnes. Tu vois. Et en parlant du succès du lancement, tu parlais de incarnation de la communauté. Pour toi, c'est ce qui a fait la différence par rapport à d'autres personnes qui ont essayé. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, sur les punks du web, parce que en fait, si tu veux, dans mon audience a shifté. En fait, je me suis pas trop rendu compte, mais moi, je voulais vendre à des CEO, et donc je parlais beaucoup de business. Mais sauf que je documentais aussi mon quotidien de freelance. En fait, sans trop m'en rendre compte, j'ai bâti une audience très vite business, très vite freelance. J'ai même les chiffres, parce que j'ai fait des sondages régulièrement. Là, le dernier sondage que j'ai fait, j'avais 7000 réponses, et l'audience était à moitié entrepreneur. Dans mon audience, il y a 35% de freelance solopreneurs, 15% de dirigeants CEO, et après le reste, c'est 30% de salariés et 20% d'étudiants. Donc, tu vois, la moitié d'une audience en entrepreneur sur une audience à 100 000 personnes, même si tu vois, bon, enfin, je ne suis pas sûr des chiffres parce qu'il y a un biais de. Oh, c'est énorme. Mais tu vois, même si c'est 40 000 entrepreneurs, enfin, tu vois, 40 000 entrepreneurs. Je ne sais pas combien il y en a sur LinkedIn, mais. Tu vois, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai shifté. Donc, je ciblais des CEO. Et ensuite, petit à petit, j'ai shifté à des solos. Au début, je ne voulais pas viser des solos parce que je pensais que les solos étaient pauvres. Et pour moi, dans ma tête, un freelance, un solopreneur, c'était un micro-entrepreneur à Mulhouse qui faisait 30 000 € de chiffre d'affaires par an, tu vois. Et il se trouve qu'en faisant des bootcamps, en rencontrant énormément de gens, et surtout, en fait, les gens qui font pas mal de cash, ils me suivent sur Instagram, bizarrement. Et en fait, à force de rencontrer 10, 50, 100 des solos qui disent « Ouais, je fais 300K par an, tu vois, en vendant de la Presta SEO », tu dis quoi? Pas mal. Et tu sais, tu vois une petite nana de 23 ans, tu sais, qui paye pas de mine, et tu vois, personne la connaît, et il faut 300K. Ok. T'as un autre gars, il arrive et il fait « Ouais, alors je fais 400 000 de chiffre d'affaires par an. En fait, je fais du recrutement IT pour les boîtes françaises qui cherchent des consultants britanniques. » Tu vois. Et tu vois, tu vas avoir le profil des mecs et tu dis « Toi, tu fais 400K. » Tu vois. Il fait « Ouais. » Et tu te dis « Mais… » Et en fait, à force, après, tu t'en vois d'autres. Et t'en as un, il dit « Oui, je suis coach en vibration. Tu vois, je travaille avec Jennifer Aniston et trucs. » Mais lunaire. Et tu te dis, attends, mais coach en quoi? En vibration?
ouais, je fais 150K, mais j'aimerais bien grossir. Et en fait, au début, tu en rencontres 10, après, tu en rencontres 100. Après, tu montes le prix de ton bootcamp. Finalement, tous les gens de ton bootcamp, ils font au moins 150K. Tu as des gens, ils font 500K. Et après, tu en as, ils font 1 million. Et tu dis, mais il y en a combien des comme ça? J'en ai compte des centaines. Et en fait, tu dis, mais il y a un vrai écosystème, tu vois. Il faut les trouver, quoi. Ouais. Mais c'est comme ça, en fait, qu'après, j'ai attiré tous ces gens-là. Mais en fait, tous ces gens ne savent pas qu'ils se connaissent. Et les études sont biaisées parce que, en fait, il n'y a pas, dans l'INSEE, il n'y a pas un truc freelance solopreneur. Ouais. Soit tu es micro-entrepreneur, soit tu as une ERL, soit une SASU. Mais. Et puis c'est nouveau en plus. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a le côté digital et demande-offre qui joue, qui fait qu'on fait ces chiffres. Mais c'est trop cool. Les chiffres vont vers le bas parce qu'en fait, on se dit, ils donnent les chiffres des micro-entrepreneurs. Mais il y a plein de micro-entrepreneurs qui font 0, tu vois, ou qui font 100, qui font ça à côté de leur job. Ouais. Et après, tu as plein de solopreneurs. Bah, en fait, les solopreneurs qui font plus de 100K, ils ne peuvent pas rester en micro parce qu'il y a le plafond. Donc, ça veut dire qu'ils se mettent automatiquement en SASU, en URL ou en holding. Et donc, tu ne peux plus les compter. Ce qui fait qu'en fait, il y a un écosystème comme ça. Tu dis, c'est qui, ils font combien, etc. Et je suis sûr que j'ai des chiffres plus précis que les pouvoirs publics. Bah, ce serait intéressant de faire des analyses là-dessus, justement. Bah, là, attends, j'ai 500 personnes sur les punks du web, pas un peu plus. J'ai récolté beaucoup de data. Avant ça aussi, c'est un projet, c'était Solopreneur d'élite. C'était un groupe WhatsApp à 200 €. Alors, ils sont 17. Il y en a un qui est parti. Et en fait, j'ai fait un call gratuit de 1 heure avec chacun des participants. Il en manque 2 parce qu'ils étaient en vacances. Et là, j'ai appris des trucs incroyables en termes de chiffre d'affaires, des gens qui font 600K par an, etc. Et tu te dis, mais waouh! Et en fait, ça t'ouvre 2 trucs. Déjà, tu dis, mais en fait, il n'y a pas 3 personnes qui font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en solo. En France, il y en a des milliers. Pas des centaines, des milliers, tu vois. C'est juste qu'ils sont cachés dans leur grenier, tu vois. Je prends un exemple. Tu es freelance dans la tech. Genre, tu es data engineer, la moyenne en taux journalier moyen, c'est 800 € par jour. OK? Donc, tu es 800 € par jour. Si 800 € par jour, si l'ESN te prend et facture ça aux clients 1000. Si toi, tu as tes propres clients, c'est 1000. Ouais. Donc, mais disons que tu passes par une ESN. 800 € par jour. Si tu fais, aidez-moi à calculer, je suis fatigué. Si tu fais 800 € par jour et tu travailles 250 jours par an. Ça fait 1000 € par jour. 250. Bon, ok. Bah, prenons. 250 000. Oui, ok. Si tu as un TGM à 1000 € par jour, tu fais 250 par jour, ça fait 250 000 par jour. Et tout ça en travaillant pour Société Générale, Capgemini. Alors, tu n'es pas tu es freelance, moi j'appelle tech sur site. C'est-à-dire que les ESN, une ESN prend, je sais pas, 1000 €, etc. Mais même tu es à 700 €. Tu es à 700 € par jour, ce qui est légèrement faible, tu vois. Tu travailles 250 jours par an, ça fait 175, si je dis pas de bêtises, ça fait 175 000. En plus, c'est du chiffre d'affaires, mais souvent, tu as juste des frais à la con, genre le métro, ton ordinateur, ton téléphone. Enfin, genre, c'est souvent des gars, ils arrivent, font 175 000 et il y a tout qui va sur le compte bancaire et puis limite, ils se versent en salaire ou je sais pas ce qu'ils font. Ils veulent tous optimiser fiscalement ou investir parce qu'ils ont de la trésorerie, ils savent pas comment faire. Ces gens-là, il y en a pas un, il y en a pas 10, il y en a des milliers, tu vois. Et moi, j'en ai rencontré plein. Et quand tu rencontres ces gens, la moyenne, c'est qu'ils font plus de 100K annuels. Et tous ces gens-là, je me dis, moi, j'en connais des milliers et encore, il y a tous les gens que je connais pas, tu vois. Et je me dis, mais ça s'arrête où ça? Et tout cet écosystème-là est méconnu. La presse n'en parle pas parce que les journalistes comprennent rien au business. Si les journalistes comprenaient quelque chose au business, ils poseraient d'autres questions. Tu vois, par exemple, les questions que les journalistes posent, c'est combien il y a de personnes dans votre boîte? Vous allez être combien dans 6 mois? Combien vous avez levé? Blabla, tu vois. Mais bizarrement. On n'a pas besoin d'avoir 50 personnes et de lever des fonds. Non, mais tu vois, et ils ne demandent jamais quel est votre chiffre d'affaires. Quel est votre EBITDA, quelle est votre marge, parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Ouais. Donc après, c'est beaucoup plus facile aussi pour un journaliste de comprendre, par exemple, ton business. Genre, en fait, un journaliste, il se dit, Laura, elle a un business, elle vend des bouteilles des boissons. Les boissons viennent du stock de Laura aux consommateurs, tu vois. Même un journaliste peut comprendre. Je rigole, tu vois, mais. Attends, mais chez Pôle emploi, ils m'ont dit, vous allez faire donc commercial en boisson, tu vois. Oui, mais voilà. Ouais. Non, mais tu vois, pour te montrer à quel point tu dois simplifier.
moi, si j'arrive et je leur dis, alors j'ai une communauté, donc sur Discord, et puis je lui dis, voilà, on est 500, et en fait, c'est une communauté de solopreneurs ambitieux. C'est un peu la scène avec François Pignon, là, où il fait votre prénom à vous, c'est bien François, c'est juste. Ben, lui, c'est pareil, c'est juste. Tu sais, vu François Pignon qui est comme ça, qui regarde le mec, il ne comprend pas, tu vois. Mais genre, non, mais en fait, c'est que parfois, tu n'as pas le logiciel de compréhension des trucs, tu ne poses pas les bonnes questions, tu ne fais pas les diagnostics. Donc, ni les médias et le gouvernement, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs au gouvernement. Donc, et dans les pouvoirs publics, bah, s'ils comprenaient quelque chose au business, ils seraient entrepreneurs, ils ne seraient pas dans les pouvoirs publics. Donc, tous les gens qui donnent de l'argent, les gens de la BPI, les gens, tu vois, de la préfecture, enfin, pas des préfectures, des comités départementaux, tous les gens qui gèrent l'argent public qui est donné, c'est des gens qui ne comprennent rien au business. Donc, d'ailleurs, il y en a plein qui abusent, tu vois, à fond. Et moi, j'ai dû faire des BP avec plein de personnes dans mon business en CDI, tu vois. Très bien. Par exemple, pour avoir des financements ou oui, autre. Oui, oui, tu as fait des... Et les gens ne comprenaient pas. Je leur disais, je ne veux pas recruter en CDI. Et en fait, tu peux avoir des business d'une personne qui seront bien plus rentables et qui iront bien plus loin. Le système est très mal fait parce que finalement, pour bénéficier de cet écosystème auquel tu parles, il faut avoir donné ce genre de données. Tu vois. C'est un autre monde, en fait, je pense qu'ils sont irréconciliables. Ouais. J'ai dirigé, moi, une partie de Prism. En tout cas, j'ai hésité récemment je le travaille, c'est une des visions possibles, à productifier une partie de Prism. Et donc, pour ça veut dire, du coup, monter tout un projet, tech, etc. Et moi, je me suis dit, c'est cool, il y a quand même un côté où tu peux aller chercher des subventions, des bails, tu vois, autour, et essayer d'un peu, j'allais dire disrupter, mais innover un peu, tu vois, sur ce sujet. Et c'est trop drôle parce qu'en effet, ils te demandent un BP, toute une structure, un énorme truc, la trésor, mais comment tu sais que ça va marcher? Et c'est qui le mec qui dev? Tu vois, et est-ce que ce mec, il est dans une énorme boîte? Ah non, c'est un freelance, mais pourquoi? Tu vois. Et ah non, on ne prête pas d'argent. Il y a même un truc lunaire qui m'est arrivé. J'ai dit, j'ai besoin de X. Okay, enfin, j'ai besoin, en gros, je leur ai dit, dans une subvention, ils m'ont demandé le projet. Moi, je leur ai dit, en vrai, là, à ce stade, on a besoin de 60 000. Mon apport est de temps. Et la nana me répond, pour un réseau connu, bref, il me répond, en fait, nous, on n'accompagne que les gens qui ont au moins mis tant d'apport personnel en rajoutant 2 000 € à mon truc, tu vois. Et le besoin de subvention doit être doublé. Je dis, mais pas de problème, je vais doubler, tu vois, du coup. Le problème, le système est trop mal foutu, alors qu'une boîte, tu vois, genre tout seul, peut exploser largement des boîtes avec 60 personnes. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est ce que tu disais, c'est juste pas connu, en fait. Moi, je suis sortie de conseil en stratégie. Donc, en vrai, j'avais fait 3 ans, mais j'étais quand même assez jeune. Et en 2 jours de freelance, je faisais mon salaire. Et donc, j'encourageais tous mes potes à faire de même et à se lancer en freelance parce que, en fait, ça marche sur tous les jobs finalement. Et comme ça se démocratise le côté freelance, ça va être de plus en plus. Donc, la communauté des punks du web va grossir. Non, mais je pense. C'est quoi la vision des punks du web? C'est quoi ta vision pour les punks du web à l'avenir? Genre, comment tu vois le projet évoluer? Genre, est-ce que tu vois ou est-ce que ça va se faire? C'est intéressant. J'ai vu une interview menée par Mathieu Stéphanie de Pierre Entremont qui disait un truc intéressant. Le chant, je crois qu'il disait ton ambition, c'est qu'est-ce que tu veux, où tu veux être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ta vision, c'est où tu veux être dans 2 ans, 5 ans. Et quelle est ton exécution, c'est où tu veux être dans 1 semaine, 6 mois, 1 an. Tu vois. Et tu vois, moi, j'ai tendance à plutôt me mettre des objectifs un peu de vie, tu vois, à moyen long terme. Mais je suis plutôt quand même dans un truc exécution. Je pense déjà un horizon de temps de 1 an, je trouve que c'est déjà beaucoup, en fait, quand tu vois tout ce qui peut se passer. C'est énorme. Moi, je ne comprends pas quand on te demande un BP à 5 ans et que tu lances ta boîte. Ça ne veut rien dire, c'est lunaire. Non, mais surtout, tous les BP sont faux, en fait. Tu vois, et t'as le Covid, la récession. C'est la définition d'un BP, c'est comment je fake mes prévisions financières. Mais bien sûr. Non, mais de toute façon, il n'y a que des gens, tu vois, de la BPI ou... Non, mais même les VC, tu vois, les VC te demandent des prévisions, mais ils connaissent à peu près les prévisions. Mais de toute façon, tous les VC, donc tous les gens qui vont mettre du cash dans ta boîte, ils te disent que, en fait, c'est pas la prévision financière. Tu sais, la slide, elle est marrante, tu vois, mais ils disent souvent qu'en fait, le plus important, c'est est-ce qu'ils croient en toi, tu vois. Est-ce qu'ils croient en ta capacité à shifter, quoi. Ouais, à shifter. Parce qu'en fait, la question, c'est pas ton projet au moment X. D'ailleurs, moi, au début, quand j'ai commencé, entre ce que je faisais à l'époque, si on m'avait dit, je pense que si on m'avait expliqué le jour 1
ce que je ferais maintenant, j'aurais dit je comprends pas en fait. C'est clair, le nombre de projets que tu as fait. Mais non. Ouais. Donc, ok, donc je vais plutôt parler d'un truc dans exécution. Le projet Punk du Web, je pense qu'il y a des. Je suis pas fan, tu vois, des bros quand ils disent ouais, on va supercharger ton truc. Tu vois, si quelqu'un arrivait et me dit ouais, j'ai un plan pour t'amener à 10 000 personnes sur les Punk du Web, je me dirais bah ouais, mais est-ce que je suis même pas sûr que ça soit une bonne décision, tu vois. Mais et d'ailleurs, je le vois, en fait, c'est un petit peu comme les Punk du Web, c'est vraiment, je le vois un peu comme une boîte de nuit, tu vois. C'est-à-dire que il faut que ça reste assez quali, les gens à l'intérieur, pour que les gens qui arrivent aient envie de venir. Et il faut aussi gérer le flux pour qu'il y ait assez de personnes pour que les gens y trouvent intérêt à venir. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop blindé parce que ça pose des problèmes opérationnels et de niveau. Okay. Donc, en gros, tu dois faire une gestion d'affluence. Donc, moi, je me cale sur les Américains. Je pense que je vais faire un truc comme les gestions d'affluence dans les bibliothèques. C'est-à-dire que je pense que dans quelques jours, semaines, je vais peut-être fermer aux nouveaux arrivants l'abonnement mensuel et laisser la possibilité que l'abonnement annuel. Et peut-être que si à un moment, il y a trop de flux, je ferme les deux robinets, tu vois. Oui, in and out, quoi. Si on a qui ressortent, alors… Oui, parce que le truc, c'est qu'il va y avoir, en fait, il va y avoir de plus en plus de preuves sociales, je vais avoir de plus en plus d'avis clients, je vais ajouter de plus en plus de choses. Donc, en fait, le prix sera de plus en plus dérisoire par rapport à ce qui se fait dedans, tu vois. Okay. Et le problème, c'est qu'il y a il y a un moment où le prix, parfois, quand il paraît… Je pense que j'ai eu ça à un bootcamp où mon prix… En fait, si tu veux, j'étais à un niveau de maturité marketing où il y avait tellement de gens qui parlaient positivement de leur expérience du bootcamp, qui faisaient des posts, etc., qu'à un moment, c'était une évidence pour beaucoup. Et donc, je crois le prix était trop faible par rapport à la valeur estimée. Et je pense qu'il y a eu quelques personnes qui ont cru, tu vois, que ça allait changer leur life à un prix trop faible. Et j'ai senti qu'il y avait une mauvaise adéquation, on va dire, pour les gens qui étaient un peu en démarrage. Ouais. Et ça, il faut faire attention. Alors, je ne pense pas que je vais faire du pricing dynamique, mais je vais utiliser certains trucs pour faire de l'affluence en boîte de nuit. Là, je trouve, tu vois, on est 500, c'est pas mal. Mais tu vois, il y a eu beaucoup de messages parce qu'on est le premier mois et c'est un peu… je vais utiliser une métaphore, mais tu sais, il y a une métaphore, je ne sais plus qui disait… si tu mets une pièce à chaque fois que tu as du sexe avec ton partenaire la première année, et tu mets une pièce dans une boîte, et ensuite, après 3 ans, tu enlèves une pièce à chaque fois que tu as du sexe avec ton partenaire, jusqu'à la fin de ta vie, la boîte, elle va jamais s'enlever, tu vois. En fait, avec les Discord, c'est pareil, tu vois, genre, les gens, ils arrivent, ils sont etc. Et puis en fait, si tu ne mets pas les briques, les gens peuvent se lasser, etc. Donc, c'est vraiment un travail de communauté, tu vois, d'animation de communauté, de toujours créer du truc en plus. Tu vois, je le vois, par exemple, Daniel Vassallo avec sa communauté, il fait quasiment un live toutes les 2 semaines avec des stars, il les paye $1000 chacun, tu vois, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment, tu vois, Dave Gerard, il fait toujours des cafés virtuels où il aide les gens. Enfin, il faut vraiment donner de toi, en fait. Il faut partir du principe que tu vas toujours aider un max les gens, tu vois. Ok. C'est pour ça que tu as posé parce que dans les punks, tu as posé un système de gamification. Je pense que c'est aussi pour poser les bases de l'animation de la communauté. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu te vois, si je comprends bien, tu vois à 6 mois l'exécution en augmentant en fait un peu l'interaction ou en travaillant plutôt l'interaction exécutable, on va dire, de okay. Du web. Alors, ouais, en fait, il y a 2 trucs. Le premier truc, c'est que ce projet, pour pas mal de raisons, a été très… Enfin, les gens ont entendu beaucoup parler. 3 raisons. La première, c'est que j'ai fait du building public. Donc, en fait, j'en ai parlé de manière très répétitive, alors que je parlais quasiment jamais de mes services. Sur LinkedIn, je faisais parfois un post, tu vois, quand j'ouvrais un bootcamp, et souvent, je le faisais sur newsletter. Là, j'ai bazardé en building public, j'ai dû faire 10 posts, etc. Donc, les gens ont bien ancré le truc, tu vois. Ensuite, il y a eu un deuxième phénomène, c'est qu'il y a, tu sais, j'ai eu une attaque malveillante d'un gars qui a raconté n'importe quoi. Tu vois, j'aurais pu l'attaquer pour diffamation, etc. Mais il a fait un post. Le post a été beaucoup vu. Donc, il y a même des gens qui ne me connaissaient pas, tu vois, qui ont entendu parler de Punk du Web, tu vois. Et ce post, je sais pas, il a dû faire 200 000 vues, j'en sais rien. D'ailleurs, le post a arrivé des ventes, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, je ne connaissais pas, mais grâce à lui, j'ai vu. » En fait, ça avait l'air trop bien, du coup, j'ai rejoint. Tu vois. C'est marrant. Donc, merci. Et le troisième truc,
Et je pense que c'est ça qui a créé pas mal de haine. Il y a eu un mouvement de haine, genre Ah ouais? Ouais. C'est que il y a eu plus de 100 posts. J'ai rejoint les punks du web sur LinkedIn. Oui. Et 100, c'est énorme, tu vois. Et du coup, les gens voyaient le truc. J'ai rejoint un peu comme Time for the Planet à l'époque, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une campagne marketing qui vaut des dizaines de milliers d'euros qui a été gratuitement. Moi, j'ai proposé un challenge en disant que tous les gens qui allaient faire ça, j'allais liker et commenter. Et ensuite, les gens ont vu que les autres le faisaient, ils étaient contents, ils disaient ce qu'ils y trouvaient. Ce qui a fait qu'en fait, c'était pas Thibault Louis vend, mais tu vois, c'était beaucoup du bouche à oreille. Et les gens, en fait, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit, ils ont vu le post et en fait, ils ne sont pas venus me demander à moi, ils ne sont pas allés sur le site, ils sont allés voir les gens en message privé. Tu vois, un peu des petits, tu vois, des gens qui avaient 2000 abonnés, 4000 abonnés. Ah, qu'est-ce que tu y trouves? Est-ce que c'est cool, etc. Et en fait, c'est en bouche à oreille comme ça que ça a drivé pas mal de trafic et de sales. Donc, premier truc, moi, je sais que j'étais attendu au tournant, tu vois. Et d'ailleurs, je l'ai vu, tu vois, c'est le concept de Schadenfreude, c'est-à-dire que les gens adorent quand les gens se vautrent parce que ils sont contents dans leur médiocrité. Quand le mec a fait son post chelou là, en disant que c'était fait virer des punks du web, il y avait une longue liste de gens qui n'avaient pas envie de me voir réussir, qui disaient j'étais sûr que son truc c'était de la merde, qu'il allait se planter, etc. Tu vois, alors que je ne me suis pas planté, tu vois. Genre, j'ai des gens qui ont churn, mais il se trouve que 92% des gens qui ont payé sont toujours là, tu vois. Avec genre, je sais pas, 25 avis positifs sur Testimonial, j'ai tous les plein de screenshots sur le site, etc. Donc c'était faux, tu vois. Théoriquement, je n'ai pas planté le truc. J'ai 2 personnes quasiment full-time dessus, sur la technique, sur la VA, sur les tickets, etc. Tu vois. Donc déjà, je suis attendu au tournant. Et le truc, c'est déjà que ce projet soit Kickstart et soit pérenne. Donc voilà. Je n'ai pas forcément... Donc, tu vois, après, j'aimerais bien, peut-être ça passe de 500 et quelques à 1000, mais peut-être, tu vois, vers la fin de l'année ou quoi, mais je n'ai pas des énormes expectations là-dessus. Et quand c'est bien stabilisé, que j'aurais bien pris mes habitudes, etc., j'ai déjà pris du retard sur mon autre projet, qui est le Bootcamp Solo Business. Ok, c'est quoi le 22. Ah ouais, le Bootcamp Solo Business que j'ai envie de faire, qui sera une nouvelle brique, et sur lequel je vais accompagner. Là, ça va plutôt coûter 2000 € pour genre 6 semaines. Sur, tu vois, les 4 grandes briques de leur business pour que les personnes, tu vois, je puisse les aider. Mais ça, j'ai aussi vraiment envie que ce soit clean. J'ai pas envie de, donc j'ai pris du retard sur ce projet, mais je préfère que les Punk Jobs soient stabilisés. Après le bootcamp sur le business, je le ferai et ensuite, je me poserai et je réfléchirai sur la suite. Tu vois. Okay. Voilà. Bon. Bonne vision, pragmatique. Donc les Punk Jobs, c'est intéressant. Putain, mais il y a des goats dans les commentaires. Kevin Dufresne qui nous fait le plaisir. Benoît Froment, le GOAT des Belges, le sauveteur des congrès B2B. Angélique Bescon, la ghostwriter GOAT. Marie Truchassou qui aide les expatriés, les boîtes à gérer les RH des expatriés. Delphine Auger aussi, alors qu'elle faisait des bootcamps pour aider les gens à trouver leur positionnement en marque personnelle. Bon, merci d'être là, les boss. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Tu vois, c'est... Quand Kevin Kelly te dit c'est toujours les 100 mêmes que tu recroiseras, ils ont pris tous les projets, ils ont fait les bootcamps, ils ont fait les punks du web, ils ont pris les conférences. Ils m'envoient des cadeaux à mon anniversaire. C'est bien. Mais c'est ça la communauté, parce qu'ils se connaissent, ces gens. Tu vois, on dit souvent l'audience, c'est toi to the world. La communauté, c'est, tu vois, vous êtes rencontrés grâce au bootcamp, non? Tu vois, et après, les gens ils m'envoient des photos. Ah, on a pris des cafés. En fait, il se passe plein de trucs dans ton dos. Tu vois. Il y a un truc que je t'ai dit récemment qui est très vrai. Moi, je parle beaucoup d'écosystème de croissance parce que ça a été mon truc de cette année. Mais le truc game changer, c'est le bootcamp. Pour moi, plein de belles rencontres. Et je le pense, mais vraiment. Et en fait, il y a un autre truc qu'elle a dit tout à l'heure, Laura. Elle t'a posé la question. Tu as répondu sans mettre le focus dessus, mais il y a le côté incarner la communauté. En fait, la réalité, c'est que les punks du web, ce ne serait pas toi, ça ne fonctionnerait pas comme ça non plus. Toi, il y a un peu ce côté-là aussi. Alors, sur ça, il y a 2 trucs. Le premier, c'est... en fait, il y a 10 ans, on disait beaucoup fake it until you make it. Et de plus en plus, je me dis, c'est presque un peu l'inverse. Non, c'est commit to show you at it. Tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai pas fait semblant sur les punks du web. J'ai donné des dates, j'ai fait du building public. Genre, j'ai donné les trucs.
Tu vois, j'ai fait ça en 2-2 en plus. Enfin, ça a duré 18 jours, ça. 18 jours. Je m'étais dit que j'allais le faire en un mois, je l'ai fait en 18 jours. C'est tellement rapide. Et j'ai mis du cash. J'avais prévu de faire le truc sur Skool. Skool, ça coûte $99 par mois. Au final, j'ai fait sur Discord. J'ai pris un Discord Builder. J'ai pris une VA en plus. Ça m'a coûté. Genre, j'ai dû avancer. Tu vois, parce que ça c'est un truc. Les gens qui me critiquent, ils se rendent même pas compte. Ils sont tellement médiocres qu'ils se disent même pas, ça se trouve, il a avancé de l'argent. Mais le projet, franchement, j'ai avancé. Au début, j'ai dû avancer, je sais pas, 6 000 balles. Genre, le mois où j'ai lancé les punks du web, j'ai dépensé 10 000 € en prestations. Tu vois, les gens, ils se rendent pas compte que, tu vois, c'est pas genre juste t'achètes sur le site et puis moi, j'arrive et je te dis bien, je te mets sur le Discord. En fait, il y a 500 personnes. Il y a un vrai travail derrière, tu vois, donc tu as une base de données sur Airtable. Tout le truc doit être bien géré pour t'accéder les trucs, etc. Ensuite, il faut, à l'inverse, quand quelqu'un se désabonne, que tout le chemin à l'envers soit clic. Tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut quelqu'un pour le run, il faut quelqu'un pour le construire. Tu as quelqu'un qui a gamifié le Discord pour créer un système d'expérience où tu vois les gens. Enfin, et tout ça, ça leur prend énormément de temps. Moi, ça coûte de l'argent. J'ai mis 10 000 € dans le truc, tu vois. Et je ne savais pas du tout. Mon seul truc que j'avais, c'est que j'avais mis un tally et j'avais récolté, je ne sais pas, 480 emails. Tu vois, pour te dire, j'ai plus de membres actuels que j'ai récolté d'emails. Normalement, tu récoltes des emails, tu tables peut-être sur entre 10% et un tiers, parce que les gens, ils adorent te dire quand, mais pour signer, on connaît. Et donc moi, je m'étais dit, ok, bon, ben il y a 500 emails, ok, bon, ben on fait un lancement à 50 ou 80 personnes, tu vois. Donc ce qui aurait été pas mal, déjà. Mais oui, premier temps. Low expectation. Donc, forcément, là, les gens, tu vois, ils calculent. Les gens, ils adorent calculer. Tu vois, ils se disent, attends, il a 500 personnes. Donc, du coup, c'est 29 € par mois. Du coup, donc 30. Du coup, ça fait 15 000 de MRR. Mais non, parce que, évidemment, tu fais un abonnement annuel où tu mets, qui est moins cher. Tu mets des codes promo au début aux gens qui ont mis leur truc. Donc, tu vois, il y a des gens que tout le monde n'achète pas au même prix. Et je trouve ça normal que des early believers, des gens qui te rejoignent day one, soient plus rétribués dans la manière de payer que des gens qui arrivent après. Bien sûr. Et les gens ne se rendent pas compte que derrière, genre, tu vois, j'ai deux assistants. J'ai une assistante qui gère tous les tickets. J'ai un gars qui gère le Discord, toutes les automatisations. Tout ça, ça coûte de l'argent parce que, tu vois, un Discord builder qui sait faire des automatisations, je veux dire, le gars, il ne se vend pas à 200 € la journée, tu vois. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut l'avancer. Tu vois, tu prends, entre guillemets, des risques. Après, tu vois, mais OK, après, le truc, je l'ai fait en building public, en bootstrap. Ça a marché. Et en fait, derrière, le jour où, quelques jours après, j'ai lancé le produit, dans mon groupe WhatsApp sur le preneur d'élite, j'ai eu 8 screenshots de gens qui ont dit oui, je lance une communauté de trucs, de tags. Et tu vois, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui a lancé. Parce qu'en fait, ils font des petits sons, ils sont, ils regardent s'il y a un truc, etc. Mais ils ne sont pas les full-in, quoi. C'est comme les conférences en ligne. En France, il n'y a que Oussama Amar, moi et un mec qui s'appelle Ben Young, que je salue s'il est là, qui a lancé ces conférences en ligne. Tu vois, et parce qu'en fait, ils n'osent pas, en fait. J'ai plein de gens qui me disent ça marche bien, etc. En fait, tout le monde veut savoir si la soupe est bonne. Mais les gens, ils se disent ah, mais on va répliquer ce que fait Thibaut, on va prendre le même système que lui. En plus, moi, je donne mon outillage, je peux te donner tous les outils en live. Ils disent ouais, mais si on prend le même outillage, etc. Mais ils ne se rendent pas compte de tout le travail en amont que tu as fait de jauge de crédibilité. Moi, j'ai fait des bootcamps, j'ai fait avec 180 personnes. Tu vois, j'ai fait des conférences en ligne. Les conférences en ligne, j'en ai vendu, je crois, plus de 1200, tu vois. C'est des gens qui t'ont vu, qui t'ont acheté le produit. Alors, moi, je ne dis pas que tout le monde est content. Tu vois, il y a des gens qui peut-être peuvent pas être contents. Et je pense que les gens qui sont contents de ce que j'ai fait ont raison. Et les gens qui ne sont pas contents de ce que j'ai fait ont raison aussi. Parce que comme ils ont les deux ont tort, tu vois, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tout ce travail-là crée une jauge de crédibilité qui fait que quand le mec il est content une fois, deux fois, trois fois, bon, après, à un moment, il vient, tu vois. Et donc, il y a ce côté de est-ce que c'est copiable? Je ne sais pas, tu vois. Peut-être que d'autres gens peuvent le faire et peut-être aussi qu'ils peuvent le faire à leur échelle. Par exemple, tu peux le faire avec une communauté de solopreneurs RH, tu vois, où tu peux le faire et faire un truc beaucoup plus cher, ou même une communauté, tu vois, par exemple des freelances de la tech, tu vois. Mais c'est sûr que il faut quelqu'un qui se dévoue et il y a un côté un peu responsabilité. Mais dans le sens, est-ce que si financièrement, tu vois, c'est un projet intéressant les punks du web, bah, honnêtement, si je voulais faire du cash et pas me poser et que ça soit simple, je serais resté ghostwriter, tu vois. C'est le projet le plus difficile. Les communautés, c'est hyper difficile parce que tu gères beaucoup d'humains et l'humain, c'est le truc le moins prédictif et le plus relou, en fait. Tu as toujours…
tu vois, moi, je surveille un peu les tickets pour voir. Et tu vois, quand t'en as, ils viennent, ils arrivent, et puis ils relancent la VA le week-end parce qu'ils n'ont pas eu les accès. Et en fait, ma VA, elle relance le processus d'authentification en lui donnant exactement les trucs à faire. La personne ne respecte pas les trucs qu'on lui dit. Et en plus, elle s'énerve, tu vois. Et tu dis, mais en fait, il y a des moments où il y a des gens, ils te coûtent plus d'argent en support technique que ce qu'ils t'en ramènent. Et tu dis, mais putain. Et en fait, quand tu vends des petits tickets comme ça, il faut comprendre que c'est plus difficile. Donc, tu fais plus de volume, c'est plus de charge mentale. Il y avait une phrase qui me faisait rire d'Andy Hacker qui disait « Friends, don't let friends build B2C businesses ». Tu vois. Alors, une fois, je l'ai dit, je m'étais dit, alors non seulement en digital, c'est dur, si en plus tu fais du produit physique, tu vois, les gens te cassent encore plus les couilles. Produit physique qui casse en bouteille en verre. Ouais. Moi, en fait, j'ai lancé en crowdfunding et ça a bien marché. Mais en fait, la gestion des commandes a été un enfer. Entre ceux qui ne vont pas au point relais chercher leurs commandes ou autre, même si c'était très cool de voir l'engouement, mais très vite, je me suis dit, OK, j'arrête le B2C et je fais du B2B. Et j'y reviendrai, je vais y revenir. Mais il faut quelqu'un pour gérer. Tu peux pas... En fait, en B2C, la responsabilité individuelle, elle est très difficile à gérer. Et tu vois, en B2B, tu peux te dire, mais en fait, moi, il m'arrive de dire au client plus simplement, écoutez, voilà, en fait, là, ouais, certes, je t'ai mis ça, mais tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit, c'est pour ça. Tu vois. Va expliquer ça dans un ticket, c'est beaucoup plus complexe, tu as beaucoup plus de demandes, beaucoup moins qualifiées. C'est leur argent perso, ils sont plus. Bien sûr. C'est différent. Non, mais souvent, il vaut mieux rembourser. Non, carrément. En fait, en B2C, il vaut mieux rembourser souvent, même quand tu as raison. Tu as quasiment tout le temps raison, mais tu dis, OK, tu n'es pas content. Enfin, tu dis pas fuck you, mais c'est un peu un OK, bah vas-y, tu vas être remboursé, pas de souci. J'ai discuté avec un gars ça m'avait fait assez rire parce qu'il me disait, nous, on a mis sur le site qu'on ne faisait pas de remboursement et on a 200 demandes de remboursement par mois. Mais on les fait toutes. Mais voilà. Et j'étais moi, ce qu'il m'a dit, au moins, on ne se prend pas la tête. Et c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant parce qu'il me dit, mais en fait, au moins, et c'est le truc qui va le plus vite. On va écrire remboursement, c'est un automatisme. Tu vois, hop, on rembourse. Et comme ça, en plus, les gens se disent, je ne vais pas me faire rembourser. Enfin, les gens qui sont smart et qui ont regardé, qui ont vu que le remboursement n'était pas possible, mais qui ont quand même fait la demande, qui sont finalement pas ici. Enfin, bref, qui font quand même la demande, ils ont leur remboursement, donc ils ont un sentiment de satisfaction. Et en plus, après, ils mettent des 5 étoiles. Un autre, c'était super, ils ont demandé un remboursement. Non, mais ça, et le pire, c'est quand moi, je l'ai proposé parfois, sur les gens qui avaient un problème, parfois, ils m'ont dit, non, mais t'inquiète, finalement, pas besoin, je vais rester comme ça. Et donc, en fait, t'as rien à perdre à offrir le remboursement, c'est plus simple, tu gères moins de problèmes, et derrière, t'as des clients satisfaits. Donc, mais c'est clair. Mais en fait, quand tu regardes, tu vois, dans les bases de données, je ne sais plus qui disait, en fait, si tu veux en connaître beaucoup sur quelqu'un, regarde son historique de navigation privée et son historique de navigation et ses trucs de carte bleue. Tu vois, la dernière fois, alors lui, il n'est pas là, je suis sûr qu'il n'est pas là, c'est un mec chelou. Il y a un gars, il arrive. Moi, j'ai un peu l'œil sur les bases de données en général et c'est marrant, mais quand il y a des trucs incohérents, tu le vois immédiatement. Donc, le mec, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la data. Tu vois. Le gars, un mec achète un truc, donc nouveau client. Je vais voir, le mec achète à 2h28 du matin un abonnement annuel. Et à 6h34, alors je ne sais pas, le mec ne dort pas, à 6h34 du matin, donc 4 heures après, le mec part du Discord et annule son truc. Okay. Tu vois, pas de mail. Je me dis là, lui, non seulement, il va nous demander un truc, mais en plus, il va nous faire chier. Le mec, il avait pris l'abonnement annuel. Alors, donc le gars, il a un mindset bizarre parce qu'il rembourse immédiatement en 4 heures. Déjà, en 4 heures, il n'a même pas eu le temps de regarder toutes les conférences. Oui, alors, pourquoi tu prends l'abonnement annuel? Tu prends l'abonnement mensuel pour tester. Donc le gars, et quelques heures après, je reçois un message Discord. Donc, c'était le samedi ou le dimanche. Donc, le mec, peut-être qu'il avait trop picolé, je ne sais pas. Et il envoie un truc. Donc, le samedi, il y a écrit quand tout va un ticket, on répond en 24 heures, sauf le week-end. Donc, le gars écrit un message, il relance sur Discord, et il me renvoie un mail tu vois, en disant « Je voudrais savoir, tu vois, le dimanche soir, si ma demande a bien été prise en compte. » Et le gars, en fait, son premier mail, c'est un mail de 3 lignes. Tu sais, c'est même pas justifié. Oui, bonjour. J'ai pris l'abonnement annuel au Punk du Web. Le produit ne convient pas à mes attentes. Merci de me rembourser. Tu vois, c'est pas
pouvez-vous me rembourser? Il n'explique même pas pourquoi le produit ne convient pas. C'est merci de me rembourser. Bah non. Tu vois, tu vois les CGV. Dans les CGV, il y a écrit pas de remboursement possible. Tu vois, surtout sur un abonnement annuel. Le mec, il ouvre les tickets et c'est tellement un crevard qu'il lit même pas les trucs, il attend. Et en fait, je vais te dire, j'ai même pas regardé s'il a regardé les vidéos. Je vais aller regarder. Parce que si ça se trouve, il m'a téléchargé toutes les vidéos, il est parti. Ouais. Mais ce gars, qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, tu vois, quand tu es con quelque part, désolé, les gens vont dire, ouais, tu traites des clients de cons. Non, lui, je le traite de con. Quand les clients sont cons, ils sont cons dans plusieurs aspects du truc. C'est-à-dire que lui, son mail était à chier, son comportement d'achat était à chier, sa manière de gérer la personne qui lui répondait était à chier. Tu vois, limite, elle allait nous insulter et son mail était à chier et son savoir-être était à chier. Il y avait tout qui était à chier. Je suis sûr que ce mec, c'est un con, tu vois. Bon, et tu peux le voir juste en quelques lignes. Bon, et en fait, c'est des cons. Et en fait, avec mon expérience maintenant, je peux identifier immédiatement dans des comportements d'achat les gens qui vont churn, les gens qui vont venir prendre beaucoup, partir, les gens qui vont pas partir et qui vont pas être très présents. Il y a beaucoup de patterns en B2C, en fait, tu vois. Tu peux identifier, tu peux prédire beaucoup avec juste des datas d'achat et de comportement, tu vois. Ouais, non, ça ne m'étonne pas. Oscar du Gouloué. Salut Benjamin, je parlais de toi tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là. Ah, il y a Kéliane aussi. Merci Angélique pour les commandes Coco Kombucha. Et trop intéressant tout ça. On a un peu plus des questions sur ta vie perso. Quelle est ta morning routine, ta journée idéale? Ouais. Ta journée type en vrai. Non, tu voyages beaucoup. Qu'est-ce que, au quotidien, voilà, quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est bon. Ouais. Alors, non, mais il y a un truc, de toute façon, elle a remarqué, mais j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est très difficile d'avoir accès à moi avant midi ou 2 heures. Parce que déjà, je ne mets pas de réveil, mais souvent, je fais mes trucs le matin. Et en fait, j'ai une jauge de tolérance, tu vois, de l'humain qui est assez faible. Donc, en général, ce que je fais quand je suis en voyage ou quand je suis avec des gens, etc., en fait, je les préviens et je leur dis que ils ne vont pas trop me voir dans la première partie de la journée, mais que je suis souvent ouvert pour faire des trucs, tu vois, en fin d'après-midi. Et en revanche, le soir, je suis toujours là. Genre, je suis toujours motivé et je vais. Non, mais si tu veux, genre, c'est parce que je vois pas beaucoup de gens la journée que le soir, tu vois, je peux presque même animer et tu vois, j'ai toujours la force de proposition, proposer un resto, tu vois, faire un truc comme ça. Mais en revanche, la journée, c'est assez difficile d'avoir accès à moi parce que j'ai décidé un jour que j'allais pas pouvoir, je n'avais pas la force de parler aux gens toute la journée. Il n'y avait rien de pire pour moi que d'aller en cours le matin à 8 heures dans le bus comme ça. Je me sentais vidé que par des détraqueurs d'énergie, tu vois. Et ouais. C'est un peu ce que j'allais dire. Tu t'énergises beaucoup en fait le matin, sûrement. Ouais. Et donc après, mais par contre, c'est marrant parce que peut-être c'était moi, mais moi je te trouve très énergique, tu vois, dans ta journée et tout. Ouais, comme tu dis, tu es très leader de. Enfin, pas leader, mais très force de proposition. Tu vois. Oui, grave ce truc, d'être hyper dans la fin, même dans la discussion et tout. En fait, tu t'énergises le matin et après, c'est toi qui. Bah voilà, ouais, non, mais c'est clair. non, mais même le soir, je kiffe et tout. Et après, voilà, on va dire, genre le matin, tu vois, en fait, je fais un truc que beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas faire, mais Guillaume Aubèche avouait qu'il le faisait aussi. Dites-moi dans le chat, là, si vous le faites aussi, rassurez-moi. En gros, il y a quand je me réveille, donc pas quand je me lève, je me réveille. Alors déjà, le truc qu'on dit de ne pas faire, je prends mon smartphone et je check plein de trucs. Et je suis capable de rester genre 1 heure dans mon lit à gérer des trucs sur mon smartphone. C'est ton outil principal de travail. Je n'utilise quasiment pas mon ordi. C'est que tu n'ouvres presque jamais ton ordi. Quasiment jamais, ouais. Et ça, c'est assez énorme de gérer un business quand même. Alors, Jérémy Goyot m'a raconté que Marc Benioff, le CEO de Salesforce, tu vois, donc boîte milliardaire, lui doit être milliardaire, il dit qu'il a quasiment plus son ordi, il gère tout depuis WhatsApp. En fait, à un moment, quand tu as une team, en fait, tu délègues. Tu délègues et en fait, ton rôle principal à la fin, c'est de dire oui, non et de prendre des grandes décisions. En gros, je crois que c'était Warren Buffett qui a dit ça. Il a dit mon job, c'est de dire oui ou non à mes équipes et de prendre 3 grandes décisions dans l'année. En fait, je crois que c'est ça, en fait, tu vois. C'est le goal. Et trop bien. Donc, ok, peut-être il ne faut pas le faire, mais de toute façon, il y a plein de gens qui font des trucs qu'il ne faut pas faire, c'est juste qu'ils ne vont pas en faire la publicité. Donc, je reste, franchement, j'avais facile 1 heure dans mon bed et je gère les trucs, tu vois, la team, les trucs à faire, etc. Et après,
je sais pas, je peux peut-être me rendormir pendant 1 heure, un truc comme ça, faire un peu d'exercice, des trucs comme ça. Après, je sors et après, ma journée, en ce moment, elle n'est pas forcément super rythmée, mais voilà, je vais checker le Discord, je vais checker des trucs financiers, je vais faire beaucoup de veille, etc. Du sport, souvent, après, je vais faire une activité de Beyoncé, donc un spa, tu vois, ou aller à la piscine, ou tu vois, appeler un pote. Je me fais pas mal coacher aussi en ce moment. Tu vois, j'ai un coach en performance, j'ai quelqu'un qui m'accompagne plus, tu vois, sur des aspects liés vie perso, vie pro, etc. En fait, c'est génial de payer des gens hyper forts pour t'aider. C'est super, en fait. Ça c'était un top. Et ensuite, généralement, le soir, quasiment tout le temps, je vais au resto, soit avec des créateurs de contenu où on va parler des business, tu vois, etc. Soit avec des prospects ou des clients ou des trucs comme ça, tu vois. Okay. Et généralement, en fait, ma vie pro et ma vie perso est très mélangée. Et après, je sais pas, en général, après, je vais dormir et voilà. Ça dépend, en gros, quand je suis un peu sédentaire et que j'ai un truc un peu plus routinier. Et après, quand je suis en voyage, où généralement, je vais pas complètement m'adapter aux autres, mais je m'adapte plus à ce que font les autres. Et on va plutôt faire, tu vois, des visites, tu vois, des trucs où je m'adapte un peu au rythme des autres et c'est peut-être moins la routine, tu vois. Donc, je suis l'inverse d'un mec genre Mark Wahlberg ou Jeff Bezos, dans le sens où je suis plutôt, tu vois, de la team Naval, Peter Levels, des gens un peu free flow, tu vois, dont le but n'est pas forcément de maximiser l'activité, de grossir, etc., mais surtout d'éviter des soucis et vivre bien. Et, tu vois, non, mais tu arrives à quand même bien exécuter, parce que l'inconvénient de ça pourrait être que on pense que tu n'es pas organisé ou autre, mais tu arrives à sortir en 18 jours une communauté avec tout ce qu'il y a. Oui, je suis samouraï, je suis calme 90% du temps. Et par contre, quand je suis en mode guerrier samouraï, là, c'est. Tu vois, limite, ma team, tu vois, il y a des jours où je me lève et je fais, voilà, c'est ci, c'est ça. Et je leur dis. Et tu vois, en fait, je leur dis, ah, et là, tu sais, ils se disent, ah oui, donc là, c'est. Faut y aller. Et donc, non, mais après, je dis, OK, si vous voulez, on prend plus de VA, on prend plus de trucs, mais. Non, mais je leur dis, voilà, j'ai besoin que là, vous adaptiez à moi. Donc, ça se trouve, on recrute plus, etc. Mais quand je suis en wartime mode, c'est genre. Je suis en mode bulldozer, tu vois. Oui, donc tu as peut-être un peu de mode aussi. Oui. Mais d'ailleurs, tu déconnectes rarement aussi. Tu postes tous les jours. Alors, ouais, moi, il y a un truc que Naval dit et que je trouve trop cool, c'est que lui, il dit, moi, je joue tout le temps. Et je trouve que tu incarnes trop ça. J'ai l'impression que tu joues, en fait. Est-ce que tu as l'impression de travailler? Mais jamais. Ouais, voilà. Mais tu sais, vous êtes toujours à me demander, mais est-ce que tu fais quoi cet après-midi? Est-ce que, tu vois, genre. Est-ce que tu as des trucs à faire? Moi, je veux dire, tu vois, des trucs à mettre en place. Mais en fait, j'ai toujours des trucs à faire. J'ai toujours des trucs à faire, mais j'ai pas des trucs à faire, genre à telle heure, tu vois. Naval, il disait, en fait, tu dois avoir un calendrier vide. Voilà, tu dois avoir un calendrier vide tout en n'ayant pas le temps de prendre des cafés avec des gens. C'est-à-dire, en gros, c'est la différence que je dis entre have time and make time. Tu vois, je pourrais très bien me dire, quelqu'un me contacte, il veut m'appeler, j'ai le temps. Parce que j'ai le temps, donc je dégage du temps. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est que j'ai du temps pour faire des trucs que moi, j'ai envie de faire, mais c'est pas pour autant que je vais dégager du temps pour des gens qui me demandent des trucs gratuits, tu vois. Et là, en ce moment, c'est un truc où, et je me rends compte que je progresse personnellement grâce à ça. Alors, c'est pas hyper fiable, mais les 4 derniers calls avec ma coach, je les ai oubliés. En fait, c'est que j'avais oublié que j'avais un call. Et ça, ce qui veut dire, mais en fait, et du coup, souvent, elle m'appelle et je me dis, en fait, on a, tu vois, j'ai un appel avec elle, tu vois. Et, mais ce qui veut dire qu'en fait, je suis dans un truc de détente où je regarde plus mon agenda à tel point que je suis capable d'oublier des calls. Alors qu'à l'origine, j'étais le gars, j'arrivais toujours à l'heure, j'oubliais rien, etc. Et mais tu n'as plus beaucoup de calls peut-être aussi. Mais j'ai plus de calls, tu vois. et ça, je pense que c'est ça qui veut dire Naval, c'est dans, tu vois, avoir un calendrier vide sans avoir le temps de faire des cafés. En fait, la phrase, c'est you should be too busy doing coffee while still keeping an uncluttered calendar. Tu vois, donc, et en fait, je n'avais pas compris. Je crois que c'est le truc que j'avais moins bien compris du livre. Mais c'est que, en fait, le but, en fait, c'est que tu te crées une vie où tu es bien, où tu ramènes du cash et en même temps, tu bosses quand tu veux. Mais
en ayant le moins de rendez-vous possible. D'ailleurs, il n'est pas contre les rendez-vous, mais ce que lui aime faire, c'est se dire, OK, on a besoin de se voir, OK, t'es dispo là, la personne, non, OK, t'es dispo là, truc, on est dispo les deux, OK, on s'appelle. Et en fait, le fait d'enlever des rendez-vous planifiés, mais de les prendre quand les deux personnes sont là, on pourrait se dire, ouais, ça fout le bordel et tout. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait. Tu vois. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ça. Aussi parce que tu as plus de temps pour te focus sur les choses importantes, en fait. Parce que tu es forcément obligé de dire non pour en arriver là. Et garder du temps pour penser, pour t'inspirer. C'est clair. De toute façon, les gens, quand ils sont trop busy, tu es dans le micro-détail, la micro-décision, tu n'as pas de vision. C'est très dangereux, en fait. Déjà, moi, je ne comprends pas comment... Il y a des gens qui y arrivent, hein, genre... Moi, je ne comprends pas, en tout cas, je n'y arriverai pas, je pense, à développer un projet en n'ayant aucun temps pour moi. Pour penser par moi-même sans penser. Il y a des gens, j'ai vu des agendas, je bosse avec des gens aussi, j'ai eu des gens dans ma team qui ont des agendas, mais du matin jusqu'au soir, tu n'as pas une place. Tu vois, et c'est des trucs. Mais quand je dis tu n'as pas une place, il y a écrit déj. Tu vois, c'est-à-dire, il arrive à me dire, hop, c'est l'heure du déj. Tu vois, il déj. Mais moi, il y a des trucs où je me dis, j'ai bossé avec des gens, moi, tu vois mon agenda, c'est pas comme ça. Déjà, je me bloque des créneaux, tu vois, pour des trucs obligatoires. Et il y a des gens qui me prennent pour un fou et qui me disent, mais comment tu peux faire ça? Pas du tout, tu es censé avoir plein de trucs. Je me suis senti coupable récemment, tu vois, d'avoir un agenda vide à certains moments. Mais en fait, c'est pour ça que je rejoins vachement ce que tu dis, parce que ce qui est assez drôle, c'est que je me suis retrouvé beaucoup dans des situations où, typiquement, nous, quand on s'est rencontrés, je lui ai envoyé un message, elle m'a dit, on se voit quand? Je dis, t'es dispo? Elle m'a dit oui, je dis dans 10 minutes. Ouais, voilà. Tu vois, très bien. Et du coup, on s'est vu dans 10 minutes. Et tu vois, moi, c'est un mood, en fait, où, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'il y a un côté, je trouve, énergie. Tu es tout le temps dans une énergie qui t'est propre. Tu vois. Là, j'ai l'énergie de te voir, voyons-nous. Si toi aussi, tu as l'énergie de me voir ou de me parler, ou bref, voyons, au-delà de la disponibilité. Et tu gardes du temps pour les opportunités, les choses un peu improbables aussi. Parce qu'il y a un peu ça. En fait, en réalité, le matin, tu es dispo parfois, tu vois, mais tu n'as pas l'énergie de voir ou de faire X ou Y truc. Non, mais c'est juste que j'ai décidé. Tu décides. En fait, il y a un moment où, je pense que c'est aussi ça. Je pense que c'est important. La philosophie, c'est un peu la philosophie fuck you, tu vois. Ouais. Genre, un jour, j'étais dans un groupe. Alors, forcément, quand tu es dans un groupe, tu dois t'adapter. Ouais. Mais quand les gens te disent que tu t'adaptes pas, ils peuvent aussi se dire, moi je peux aussi me dire, c'est toi qui acceptes pas la différence. Que tu t'adaptes pas à moi. Et en fait, il dit oui, mais là, je sais pas quoi, on était à midi, on est une team. Et je lui dis, mais en fait, c'est toi qui l'as décrété, tu vois. Chacun c'est ton ressenti de la chose. Donc la vie de groupe, pas forcément simple, mais donc c'est pour ça que j'ai des habitudes de weirdo un peu, etc. Mais il y a un moment, en fait, j'ai arrêté de passer du temps avec des gens avec qui j'avais pas envie de passer du temps. Tu vois, ça, c'était quand tu vois, il y a 5 ans. Ça libère du temps. Ouais. Non, mais il y a 5 ans, mais tu vois, il y a 5 ans, j'allais à des soirées, à des moments, et je me disais, je me sens pas super bien, mais bon, on va essayer de. Et en fait, maintenant, c'est genre, non, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Ouais. Et de toute façon, tu sais que tu vas te faire chier, etc. Alors, garder un peu de place pour l'aléatoire, etc. Tu vois, parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui disent non à tout le temps, tes opportunités. Et d'ailleurs, faire des trucs amène plein d'opportunités. Mais je m'en fiche, en fait, de si les gens me disent ou qui me shame, tu vois. Je dis non, en fait, non, là, j'ai prévu. Et en fait, tu sais, toi, par expérience, qu'il y a quand même des décisions que tu as envie de faire ou que tu n'as pas envie de faire. Tu vois, le but de se connaître un peu. Et arrêter de se dire, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oui, mais si je fais ça, il ne va pas être content. Ouais. Tu vois, et en fait, maintenant, je me dis, OK, maintenant, je vais faire ça. Il ne va pas être content. Et malgré le fait qu'il ne soit pas content, je n'en ai rien à foutre. Et s'il me casse les couilles, fuck you, tu vois. So what? Ouais. Ouais. Non, mais je suis hyper d'accord. En fait, il y a un côté très instinctif dans ce que tu dis. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, alors je ne le vis pas n'étant pas toi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des gens avec des grosses communautés et qui sont là en mode j'ai appliqué ce que tu dis, tu vois, ou j'ai voulu appliquer, mais ça n'a pas fonctionné. Et souvent, c'est un peu ça le sujet, tu vois, c'est que du coup, tu as tout appliqué tellement méthodiquement, ça a fonctionné pour quelqu'un, déjà, ça ne veut pas dire que ça a fonctionné pour toi. Et comme tu ne laisses pas la place à ce côté instinctif aussi, qui n'est pas. On ne peut pas t'apprendre l'instinct, tu vois. Et du coup, ça ne fonctionne pas et du coup, ça devient. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais concrètement, ce que je veux dire, c'est que toi, tu as un côté très instinctif. Et moi, souvent, on m'a dit, ouais, non, mais tu vois, j'ai suivi. Il y avait Kevin tout à l'heure, tu vois, j'ai parlé avec plein de gens qui me disaient, ouais, mais je suis. Parce que lui, il est reconnu et moi, je l'ai vu, je l'ai fait sa formation. Enfin, j'ai suivi sa formation. Il est reconnu, elle est ouf sur plein d'aspects. Il y a plein de trucs hyper riches dedans. Et j'ai parlé avec plein de gens qui me disent, qui sont des. J'aime pas trop ce terme, mais primo-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui viennent de commencer à monter des boîtes ou qui démarrent, on va dire, dans l'entrepreneuriat.
ce qui veut tout et rien dire en vrai en fonction du parcours d'avant, mais bref. Et en fait, ils te disent, je l'ai fait et ça n'a pas marché. Mais parce que des fois, tu appliques des trucs aussi, genre comme ça, et c'est pas pour ça que ça marche. Tu vois, il faut aussi que toi, tu te dises, comment est-ce que moi, je repense peut-être, tu vois, genre ce truc-là, comment je l'adapte à moi aussi, ou à mon business, ou à mon truc, laisser une partie d'instinct. C'est essentiel de capitaliser sur qui t'es, tes forces et comment tu fonctionnes. Enfin, avoir les gens qui se réveillent pas à 7h du matin parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas leur sommeil, c'est ridicule. Tu vas pas t'impacter. Je le souligne pour donner un côté, tu vois, genre désacraliser peut-être un peu un côté, c'est qu'il y a aussi un côté très instinctif, je pense, tu vois, chez toi et chez plein d'autres gens qui ont du succès sur des choses qui ne s'apprend pas, tu vois, au final. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, je pense qu'il y a des guidelines. Après, bien sûr. Ouais, en gros, il y a des grands principes et après, tu choisis ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Et d'ailleurs, il y a un principe qui va aller à quelqu'un qui va pas du tout aller à l'autre. Et c'est pour ça que je me dis, dans la vie, en fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort, tu vois. Ouais. Les gens qui disent, ouais, Thibaut Louis, c'est un escroc et qui ne me connaissent pas, j'ai envie de dire, en fait, tu as raison. C'est dans ton prisme de pensée. Ouais. Et quelqu'un qui dit la formation de Thibaut, ou tu vois, les produits de Thibaut sont géniaux, je me dis, ok, tu as raison dans ton prisme de pensée. Et ce que j'aime pas juste, c'est ceux qui n'acceptent pas que les autres, tu vois, aient une autre manière de penser qu'eux. Ouais. Et finalement, et par contre, sur le succès, le succès, je sais pas, financier ou autre, c'est sûr que c'est difficile. Et de toute façon, s'il y avait un manuel Ikea de, tu vois, de genre comment créer ta boîte, tu vas avoir une offre. Et pourtant, il y a des trucs, je pense, genre les livres de Hormozy, où tu as des principes, etc., qui peuvent aider, tu vois, des gens à avoir des principes de base. C'est pour ça que les gens parfois me disent, oui, mais toi, tu dis souvent que tu es positif, mais tu critiques beaucoup aussi de temps en temps certaines choses. Ouais. Type, tu vois, les gens me disent, ouais, tu es toujours en train de critiquer les bros, tu es toujours en train de critiquer les haters, tu critiques souvent les pouvoirs publics, les médias, d'accord. Mais je ne les critique pas dans le sens où je ne les aime pas. En fait, je critique parce que leur impact dans les opinions publiques, en fait, sont nés, selon moi, mais encore une fois, j'ai raison et j'ai tort, tu vois, pour beaucoup de choses, et ça crée beaucoup de brume, parce qu'au final, je pense qu'il y a quelques principes de base à suivre qui sont pas si compliqués que ça, et je trouve qu'on complexifie tout, tu vois. Et du coup, ça arrive avec des bros, ouais, je vais monter un truc en IA, ok, tu vois. Mais est-ce que tu peux déjà vendre 10 000 € de prestation de service en 2 mois, genre sur juste vendre ton temps contre de l'argent? Mais moi, je ne veux pas vendre mon temps contre de l'argent, je veux scaler, tu vois. Mais avant de scaler, je sais pas, est-ce que tu peux essayer de commencer petit, tu vois. Et je trouve qu'il y a trop le levée de fonds, scale, la technologie, on ne s'adapte pas assez à ça. Et du coup, on oublie les trucs de base, tu vois. C'est que genre, avant d'avoir un six-pack, est-ce que tu es capable de te lever tous les jours et de faire 5 séances d'abdos par semaine, en fait. Ouais, avant de penser à prendre de la whey, de la créatine, tu vois. Les gens veulent aller trop vite aussi. Je pense, ouais. Mais parce qu'il y a une espèce de syndrome du bullshit entrepreneurial, d'une certaine façon. Ouais, du bro. Oui, toi tu l'appelles comme ça, mais non, pourquoi pas. Mais globalement, c'est vrai que tu as des gens. Moi, le premier, moi, la première boîte que j'ai écoutée, tu m'écoutais, je disais, mais moi, je suis le Elon Musk des RS, vous n'avez rien compris. Ouais. Tu vois, t'as rien compris, toi. Et c'est vrai, hein, et j'ai pris la tarte de toute ma vie. Mais oui. Tu vois, mais overconfidence. Et ça m'a calmé. Mais tu as clairement ce truc, et c'est vrai ce que tu dis. Les gens, ils veulent aussi parfois mettre la charrue avant les bœufs, pour être plus politiquement correct. Je sais pas, on prend quelques questions. Allez, mais j'ai fait qu'il n'y en a pas tant, ils ont plus commenté. Hein, non, mais je sais pas s'il y a des gens qui voulaient poser des questions. Allez-y, toutes les questions que vous voulez. Parce qu'en fait, après, on va fermer. Sinon, on va durer un bon moment. Oui, on a déjà bien tenu. Ça, on ne voit pas le nombre de participants, en fait. Donc, ici, on ne voit pas trop. On ne sait même pas combien on était au pic. Bon, on a fait 1h30 déjà, quand même. Hein. Ouais. Quelle heure il est en France, là? Là, il est 1h de plus, 19h33. Du coup, on a un petit témoignage. Membre des Pommes du Web qui a explosé complètement son business. Ah, Benoît, il est super demandé, débordé. C'est Vincent Souchière, du coup, qui était tout à l'heure là, non? Vincent Souchière, je ne sais pas s'il était là. Ah, nouveau commentaire, vas-y. Parce que ça se trouve, il reste 2 personnes dans le live. Ah, ils disent qu'on est 34 au pic. Hein? Ah non, il dit on est 34 là et on est 52 au pic. Et c'est monté à 60.
Donc, c'était 60 le pic. Ouais, du coup. Il y a eu plusieurs pics. Okay. Bon, bah écoute, non, mais on n'a pas eu trop de questions. Non, mais disons, les gens sont. Je crois qu'on a peut-être d'autres. Les gens sont timides. J'en ai vu passer. Les gens sont grave timides. J'en ai vu passer 2-3. T'avais des questions? J'ai pas vu. Non, beaucoup de commentaires par rapport à ce qu'on disait. Il y a, il y a de nouveaux commentaires. Non, peut-être pas. C'est fou. En fait, les gens, tu vois, les gens de ce live qui mettent des commentaires, je pense que je connais quasiment tous leurs noms. Si tu reviens. Au ghostwriting un jour, tu vis qui et comment? Si je reviens au ghostwriting un jour. Et quel est ton seuil? Si je reviens au ghostwriting un jour, je vise des CEO de boîtes. Je revise la même cible qu'avant. CEO de boîtes qui ont levé et je leur demande 600 € de l'heure, tu vois, je pense, hors taxe. Et pas mal. Nicolas Royer, le mec entre guillemets, le mec aux guillemets. C'est un Bordelais, je crois, si je me trompe pas. Véronique Goy, intéressant. On a discuté. Intéressant. Ouais, alors Nicolas Royer, non, je sais pas qui, je te connais pas. Moi oui. Mais tu sais qu'on n'a même pas eu de haters, tu vois, dans le chat. Non. Ça veut dire qu'on a été mauvais en marketing, peut-être. Sûrement. Non, Sûrement. Que des fans. Bon, we call it a day. Ouais, allez, merci à tous d'être venus et merci Thibaut. Merci beaucoup, à la semaine prochaine du coup. On annoncera le nouvel invité, last minute comme d'habitude, c'est le but. Et à très vite. Bonne semaine à tous. C'est parti.